avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échecs, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marie Comacle, la fondatrice de Puissante. Alors on abandonne comme la semaine dernière le monde de la défense et de la sécurité pour plonger dans celui de la sextech. Avec Marie, nous nous sommes retrouvés en terre bretonne pour parler de sa vie et de la création de Puissante et de Coco, le premier vibromasseur de la marque. Tout juste 1 an et demi après la création de son entreprise, Marie revient pour nous sur le chemin parcouru de la découverte des sextoys avec la série Sex and the City au succès de Coco et de sa campagne Ulule, en passant par un faux départ, la traque de bateaux online et un super podcast que je vous invite d'ailleurs à aller écouter très vite. On fera également ici un focus sur l'association Les Orchidées Rouges que Marie a choisi de soutenir et qui lutte contre l'excision, les mariages précoces et les mariages forcés. Je vous laisse maintenant découvrir l'histoire de Marie et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir rejoint à Rennes pour parler de ta vie et de ton entreprise de Puissante. Tu le sais pour commencer, enfin non tu le sais pas, tu vas le découvrir. Pour commencer toutes mes interviews de Slice, j'ai une petite question traditionnelle. J'aurais voulu savoir, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite ? C'est une très bonne question. Et t'as même pas pu la préparer. Non. C'est une très bonne question. En vrai, je pense que je savais pas ce que je voulais faire quand j'étais petite. Ok. Par contre, je peux te dire pourquoi j'ai choisi ingénieur. C'est parce que j'étais pas trop mauvaise en maths et en physique. Ouais. Mais sinon, rien de bien. J'avais pas un truc où je me disais, tiens, j'aimerais trop faire ça. Ouais. Même si, quand j'avais 12-13 ans, j'ai lu un livre qui m'a pas mal marqué. Et je me suis dit, tiens, moi, je veux faire ça. Je veux être chef d'entreprise. Ça a l'air vachement bien. C'était quoi ce livre ? C'était Anna. Enfin, je sais plus lequel est le premier, mais en fait, c'est 2 bouquins. C'est l'histoire de Helena Rubinstein. C'est... Le groupe de cosmétiques Helena Rubinstein. Exactement. Okay. C'est romancé, donc c'est pas la vraie histoire, mais ça raconte quand même son histoire. D'accord. Et le premier bouquin s'appelle L'Impératrice et le deuxième Anna. Et c'est toute son histoire. Et la fille part de absolument rien. Et elle monte un véritable empire. Et à chaque fois que je l'ai lu 2 fois, mais à chaque fois, ça me... Je sais pas, ça me remet dans des vibes où je suis vraiment à fond et je me dis, ah ouais, on peut vraiment faire des trucs incroyables. En partant de rien. Exactement. D'accord, donc à 12-13 ans, est-ce que tu te dis, dans mon parcours scolaire, à l'école, je vais mettre en place des choses qui vont me permettre d'arriver à l'entrepreneuriat ou pas du tout, en fait, tu continues ton cursus tranquillement, puis on verra bien après les portes que vont m'ouvrir ma formation. Non, ouais, plus la deuxième option. Pas du tout, et j'attends de voir ce qui se passe. Tu ne prévois pas ton parcours en fonction du but que tu veux atteindre. Non, pas du tout. Je me dis... Non, mais en plus, moi, je me dis, tiens, pourquoi pas, tu vois, si la vie, c'est je sais pas, résoudre des problèmes et... Enfin, en fait, moi, j'aimais bien tout ce qui était scolaire, quoi. Donc, ça veut dire résoudre des problèmes mathématiques, ça, je trouve ça sympa. Des problèmes physiques, je trouve ça sympa. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, pour que ce soit intéressant, un travail, il fallait peut-être à la limite faire de la recherche, auquel cas tu résous des problèmes mathématiques, mais sinon, c'était pas du tout ça. Et qu'en fait, t'avais fait vachement d'études, mais qu'au quotidien, tu faisais des trucs qui étaient pas très intelligents. Enfin, c'est pas que ce soit bête, mais tu vois, tu réfléchis pas non plus comme un zinzin pour faire des choses, quoi. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, ça allait être un peu long et pénible, et je me suis dit qu'il fallait que je monte mon truc plutôt. Ouais. Que ça allait être plus marrant. D'accord. Donc tu fais ton collège-lycée tranquillement. Bon, c'est pas passionnant, mais voilà, tu le fais. Tu fais une filière S. Ouais. S, ok, ça se passe bien. Ça pas se trop passe bien. compliqué. Non, ça va. Non, ça va. Et puis, donc arrive le bac.
Ouais. Je suis là, je suppose. Ouais. Comment tu choisis l'ingénierie? Et ben en fait, je choisis pas au début, c'est-à-dire que je passe mon bac et que je me dis, je sais pas quoi faire, du coup je vais partir à Londres. Donc je pars à Londres, plus exactement en banlieue de Londres, et du coup je vais faire fille au père. Et en fait je vais faire fille au père et j'ai 17 ans, et là-bas ils sont hyper... Moi je fume des cigarettes, je pouvais pas acheter de cigarettes, je pouvais pas boire des verres, je pouvais pas... Enfin eux ils regardent vraiment tout le temps la carte d'identité quoi. Ouais. Donc j'étais bloquée, je pouvais rien faire, et en plus ça se passait pas très bien parce que c'était une famille monoparentale, il y avait juste un enfant. Et enfin bref, ça s'est pas très bien passé, donc je suis rentrée, au final je devais rester 1 an, je suis rentrée au bout de 5 mois je pense. Ah oui. Ouais. Et l'expérience, ouais. Mais surtout que tout le monde riait parce que tout le monde me disait, de toute manière t'aimes pas les enfants, donc je sais pas pourquoi t'es partie faire ça. Et moi je me disais ouais mais... T'as eu une inspiration. Ouais c'est ça, je voulais quand même essayer, en fait je voulais surtout me barrer. Et... Ouais. Mais apprendre l'anglais peut-être aussi. Ouais aussi, apprendre l'anglais, partir, plus voir mes parents, autre chose. Enfin voilà quoi, tout ça. Et une petite crise final, d'adolescence, peut-être de rejet à retardement. C'est peut-être ça, c'est ça, ouais. Ou une peur de prendre une décision pour mon avenir, je sais pas trop, mais... Ouais. Et donc finalement, voilà, je suis rentrée au bout de 5 mois, et après un jour, je passe avec... Et en fait, j'ai fait l'ICAM à Nantes, mais il y a l'ICAM à Vannes, et moi je viens de Vannes, et quand on va faire les courses, et ben on passe forcément devant l'ICAM Vannes. Ok. Et un jour, on va faire des courses avec ma mère, et je passe devant l'ICAM de Vannes, et c'était marqué portes ouvertes et tout, et elle me dit, bon allez, vas-y, on va voir... Et j'étais là, bon, pourquoi pas. Et du coup, on va voir, et puis on parle au gars, et puis c'est vrai que ça avait l'air pas trop mal, et puis je me dis, bon, pourquoi pas. Ah ouais, donc c'est complètement genre, t'aurais pas fait les courses ce jour-là, peut-être que t'aurais fait une fête d'histoire. Non, non, ça, peut-être pas. Sûr que non. Non, ça c'est sûr que non, c'est que vraiment j'aimais bien les maths, la physique, et que j'étais forte là-dedans, et que du coup c'était logique de faire ça. Ouais. J'avais quand même regardé pour faire commerce, ouais. Et notamment les différents concours, etc., mais j'étais vraiment pas douée. Tu vois, éco, je suis pas douée, littérature, encore moins. Enfin, c'est vraiment Ok, donc tu pars à l'ICAM, donc l'Institut catholique d'art et métiers, à Nantes. Ouais. Et comment ça se passe alors? Ça te plaît? Alors, la vie nantaise et l'école? Ouais, non, ça me plaît. Et en même temps, tu vois, il y a plein de moments où je me dis, je perds trop mon temps, quoi. Et ouais, non, mais je me rends compte que je suis un peu en décalage et qu'il y a plein de fois où je me dis, non, là, je perds vraiment mon temps, ça sert à rien ce que je fais. Et ce qui me vaut d'ailleurs de pas avoir... Parce que donc, du coup, en 5e année, je pars en Irlande. Ouais. Et normalement... J'aurais dû partir l'année d'avant parce que j'avais quand même des bonnes notes, etc. Mais j'avais un taux d'absentéisme qui était trop important. En fait, t'es une bonne élève, mais ça t'intéresse pas trop dans le fond, quoi. Bah ouais, c'est vraiment pas très... Enfin, franchement, tu vois, on avait des trucs genre matériaux. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas du tout intéressant. Ouais. Et alors, au début, ça allait parce que, tu vois, c'était prépa. Et donc, en prépa, tu restes quand même sur des trucs très, justement, maths, physique et résoudre des problèmes, donc ça va. Et après, c'est vraiment des trucs qui, si tu sais que tu vas pas travailler là-dedans, ça sert à rien. Ah oui, toi, c'était moi, beaucoup de choses où tu sais moment, que tu veux pas y aller, donc... ouais, je vois pas l'intérêt d'apprendre des trucs qui vont jamais me servir, quoi. D'accord. Non, mais... non, mais ça se tient, c'est logique. Ouais, voilà. Donc, du coup, voilà. Enfin, bref, et donc, j'arrive à la fin de l'ICAM, je valide, et je me dis, en fait, je veux pas faire de l'ingénierie pure et dure, entre guillemets, c'est-à-dire que je veux pas aller dans l'industrie ou tu vois essayer de faire gagner des temps de production sur des chaînes ou des choses comme ça, et donc je me dis je vais faire Audencia parce que comme ça va m'ouvrir vraiment toutes les portes. Et en fait quand tu fais ce parcours là, généralement les gens ils disent le mieux c'est le conseil parce que comme ça tu peux changer souvent de mission, de machin, des trucs. Donc je me dis ok, faisons cela, et donc je fais Audencia. Ouais, ça te plaît plus ou... Oui. Si, c'est plus... Déjà, ça sert un peu plus. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Tu vois, tout ce qu'on voit en marketing, c'est vraiment des trucs qu'on peut apprendre soi-même. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus des concepts qui sont complètement incroyables. Mais par contre, tu as toute une partie, tu vois, finance d'entreprise, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est surtout hyper dur, en fait. Management aussi, c'est assez intéressant. Enfin, voilà. Et du coup, je fais comme on m'a dit, donc je fais du conseil. Et en fait, ça, c'était vraiment... je me suis rendu compte et je me suis pris une baffe en me disant, je veux pas du tout faire ça. Enfin, c'était vraiment le truc... Et pourtant, donc on en a parlé un petit peu avant de commencer. Pendant tout ton parcours, tu as fait plusieurs stages. Ouais. Et notamment, donc, tu m'as parlé de la junior entreprise. Ça, c'était... à l'ICAM. Ça, c'était à l'ICAM, ouais. Ouais, c'est hyper intéressant, ça, quand même, pour les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que moi, tu m'as appris quelque chose. Ouais. Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc ça s'appelait Loire Concept. Ouais. Moi qui viens de Saint-Étienne, j'étais très contente que ça s'appelle Loire Concept. Mais non, ça va changer, ça Mais pas s'appelle du tout. Impacticam. Ah, ok. Non, ouais, les écoles juniors entreprises, c'est vraiment pas mal. C'est à l'intérieur des écoles, du coup. Donc, école d'ingé ou commerce, ou peut-être d'autres d'ailleurs, je sais pas trop. Et en gros, c'est un groupement d'élèves qui vont chercher des contrats. Donc, par exemple, créer un site web ou faire des études sur un sujet donné. Donc ça, ils cherchent des contrats auprès d'entreprises, quoi. Et une fois qu'ils ont ces contrats d'entreprise, ils les proposent à des élèves de l'école. Donc, c'est-à-dire que l'élève de l'école va faire le taf qu'on lui a demandé, et du coup, lui, il sera payé, mais en même temps, l'entreprise paye moins cher parce que c'est pas une vraie entreprise qui lui rend le service. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a toute une organisation. Généralement, enfin, après, ça dépend de la taille de l'école. Il y a des trucs où ils sont 50, mais nous, on devait être une dizaine ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a le président, le trésorier, enfin, ça marche comme une association. Et chacun doit aller chercher, du coup, des rendez-vous. Donc, on fait vachement de calling, voilà. Et toi, c'était quoi ton rôle là-dedans Bah, moi, je sais plus ce que c'était, mais ça devait être... Je crois pas que j'avais un rôle... Enfin, je crois pas que j'étais secrétaire ou trésorière ou truc comme ça. Donc, je devais être vraiment une des personnes lambda, mais qui... Enfin, tout le monde est utile, en fait. Tout le monde doit appeler, tout le monde... Et trouver des contrats pour faire fonctionner la gestion de projet. D'accord. Ça dépend de quel projet on a, mais il y a de la gestion de projet, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Ok, donc... moi, je trouve ça hyper intéressant, la junior entreprise. Et tu as fait aussi 2 stages, donc tu me disais l'Impact Packaging et le dernier, Silamir. Ouais. Qui ça, c'est le conseil. Amené dans le monde du conseil, qui t'a un peu... non, je ne veux plus faire de conseils. Ouais. Tu l'as trouvé comment, ce stage, pour ta fin d'études Je l'ai trouvé comment ? J'avais regardé sur LinkedIn et sur Audencia, sur Jobteaser en fait, Audencia Careers, et j'avais contacté un ancien Audencia qui bossait là-bas, qui m'avait dit que c'était trop bien et que machin. Et du coup, la publicité mensongère. Non, mais ma mère me dit toujours t'es partie à Paris, la fleur au fusil, machin, et après on t'a vu revenir et t'étais dépitée, quoi. Et c'est vrai que c'était vraiment ça. Et en plus, c'est marrant parce que quand nous, on allait à Paris avec tous mes copains de Audencia et l'ICAM et tout. Et on est tous en même temps, tous avec un super stage. Enfin, on était tous hyper contents. Puis on découvrait la vie parisienne. Donc c'était vraiment... Ouais, c'est autre chose. Ouais. C'était trop rigolo. Ouais. Enfin, franchement, ça a été hyper rigolo pendant 4 mois. Et puis après, c'est juste que mon travail était vraiment pas très rigolo pour le coup. Ouais. Et du coup, c'était un peu... Qu'est-ce que tu faisais concrètement dans ce stage ? Du coup, ça dépendait des missions. On changeait pas mal de missions. Mais en gros, la mission qui m'avait pris le plus de temps, c'était chez Carrefour. Ouais. Et je me souviendrai toujours de mon père qui me dit tu sais que Carrefour, c'est le plus gros employeur de France. Et en vrai, je suis arrivée chez Carrefour et on a commencé à bosser pour eux. Et je me suis dit, Enfin, c'est vraiment un truc, c'est énorme. C'est à Massy. Ouais. Donc c'est pas à Paris même. Mais déjà, il faut une demi-heure de RER et tout. Enfin, moi, c'est des trucs, venant de Vannes, ça me... Ouais. Ça t'a marqué. Je ne comprends pas, quoi, qu'on fasse ça. Je ne comprends pas du tout qu'on puisse aller travailler là-bas toute sa vie, quoi. C'est un truc qui me... Tu veux dire faire les trajets Autant de temps de RER tous les jours pour aller dans un truc aussi... En plus, c'est horrible comme ville. Enfin, tu vois, c'est vraiment juste des buildings et tout. Je me dis, mais comment tu peux faire ça, quoi ? Enfin, c'est trop bizarre. Ouais, t'inquiète pas, j'ai plein d'amis qui se reconnaîtront. Je leur fais un petit coucou, qui se sont retrouvés montés à Paris et aller travailler tous les jours à la Défense. Dans ces énormes trucs. Et qui disaient, mais moi, je peux pas, mais c'est pas possible. Mais pourquoi vous faites ça ? Et là, maintenant, ils travaillent dans les champs entourés de vignes. Il est vachement content. Ah ouais. Non, mais moi, la Défense, j'ai passé mes premiers entretiens d'embauche là-bas. La fille, j'avais un rendez-vous à 11h, premier entretien, et le deuxième à 14h, elle me fait « Ah bah super, vous allez pouvoir aller vous balader au 4 temps, tu sais, le centre commercial. » Ah oui, le centre commercial. Et j'arrive là-bas et je dis « Mais c'est pas possible, moi je refuse, quoi. Il est hors de question que je fasse le midi là-bas. » Ma vie tout le temps. Mais c'est pas possible, quoi. Ah ouais, donc tous les jours à Massy, ouais, ok. Et du coup, j'étais à Massy, et en gros, on faisait une mission où on les aidait à prioriser leur mission, justement. D'accord. Et c'était pas inintéressant en soi, enfin je veux dire c'était intéressant, on récoltait un peu leurs avis, leurs machins, leurs trucs, mais à la fin on leur a fait une espèce de graphique à bulles, et puis si ta bulle elle est en haut à droite c'est que c'est une mission qu'il faut faire, et si elle est en bas à gauche il faut pas la faire. D'accord. Mais je résume ça très mal parce que c'est mon point de vue, alors que quelqu'un d'autre le vendrait, dirait c'était vraiment trop bien, on a vraiment pris tous les insights et machin, sauf que moi je trouve que... En fait, je me dis, je sais pas, tu peux le faire toi-même. Alors, je comprends que t'aies pas le temps, que t'aies pas les ressources, et que du coup, tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire. Ça, je comprends parfaitement. Mais moi, je me disais, quel impact j'ai là-dedans ?
Ça manque de sens, en fait. Ah ouais. C'est ça ? C'est un manque de sens incroyable, et puis un manque de... Alors que pourtant, ce que je fais au quotidien, maintenant, je réfléchis rarement, parce que je fais pas des choses qui sont complexes. Ouais. Mais vu que c'est mon entreprise, bah, ça me dérange pas, parce que je vois tout ce que je fais, enfin, je vois que tout ce que je fais est utile et me permet d'avancer et faire avancer Ah oui, pour ton projet, quoi. tu vois Ouais. comment ton projet avance parce que c'est le tien. Peut-être que Ouais. là, noyé dans tous ces gens qui font du conseil, Ouais. dans cet énorme groupe où Ouais. tu sais plus qui est qui a Ouais, quel c'est poste, ça. etc. En fait, toi, tu mets peut-être une toute petite pièce dans la machine, mais tu Ouais. vois pas l'impact qu'elle va avoir à long terme. Peut-être que Exactement. c'est aussi, c'est à trop grosse échelle. Ouais, Pour c'est que ça. toi tu vois l'impact et l'utilité C'est ça. du boulot, je pense que c'est peut-être Exactement. plutôt ça. Ouais. Et ah ouais, donc Carrefour, ok. Et les missions, elles étaient enfin Carrefour, c'était intéressant, mais est-ce que peut-être aussi c'est parce que c'est peut-être une boîte de conseil qui n'était pas dans des missions qui t'intéressaient, on va dire, ou dans des sujets, sur des sujets. Je sais pas s'il y a différents types, tu sais, de boîtes de conseils. Tu as des conseils ouais, il y a tu sais, vachement aéronautique, différents. spatial, enfin tu sais, d'autres types de sujets, alors que là c'est plus marketing. Peut-être que c'est pas non plus Ouais, ouais, hyper. ouais. Non, oui, c'était peut-être que les missions étaient pas les bonnes. Je sais pas si c'était ça ou tout simplement que le conseil c'était pas trop fait pour moi. Dans le fond. Franchement, non, mais parce que je réfléchis et j'ai pas mal de potes qui étaient dans le conseil aussi dans des grosses boîtes et qui trouvaient ça eux vraiment génial. Et moi, quand ils me parlaient de leur truc, je me disais, ouais, moi, je veux pas du tout faire ça en fait. Enfin, c'est pas ce que je veux pour ma vie, quoi. non. Mais en fait, moi, le problème, c'est que c'est sûrement de l'égoïsme, mais j'arrive pas du tout à m'investir pour d'autres gens, vu que c'est ma vie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai du mal à me donner corps et âme pour quelque chose qui... Alors, c'est peut-être parce que j'ai jamais trouvé une boîte qui avait assez de sens pour que je le fasse. Ouais. Parce qu'effectivement, je pense que si demain je trouvais une boîte où j'étais convaincue que c'était absolument important, utile, machin, bah, j'irais à fond parce que forcément c'est un super projet et que c'est très chouette et tout. Mais en fait, vu que j'ai jamais trouvé ça, bah, j'ai jamais compris qu'on puisse... je sais pas, s'ouvrir les veines pour une entreprise qui n'est pas la sienne. Ouais. Mais j'ai regardé une vidéo hier d'un Américain, alors PDG d'un grand groupe, le nom m'échappe mais je te l'enverrai si tu veux, qui disait ça. Et c'est une journaliste qui lui disait comment vous faites pour motiver vos troupes pour qu'elles se donnent à fond pour votre entreprise. Il fait mais je ne le fais pas. Parce que moi, si j'ai envie de travailler, je sais pas, 48 heures par jour, parce que je veux m'acheter telle équipe de hockey ou telle équipe de baseball, ça me regarde. Alors que moi, mes employés, c'est pas leur boîte. Et je comprends qu'ils veuillent pas s'ouvrir les veines. Et alors qu'en fait, c'est pas leur boîte et ils en auront jamais les fruits, à part un salaire, etc. L'intérêt, c'est de s'occuper de ses employés en voyant eux les objectifs qu'ils veulent pour leur vie à eux. Mais on peut pas leur demander un niveau d'investissement. Et j'ai trouvé cette intervention... et ça colle tout à fait avec ce que tu expliques, ou peut-être voilà, que tu n'as pas trouvé la société. Mais moi, tu sais, je le vois plus aussi dans une association. Tu as une association, je comprends que tu puisses être convaincu par une cause que tu choisis, alors que c'est vrai que dans le travail, sauf si c'est ta boîte, enfin, tu as des gens comme ça qui sont hyper investis, qui dorment au bureau, c'est ça. etc. Et tu es là, ah bon? Mais moi, tu vois, moi, je comprends pas, quoi. Enfin, je trouve ça trop bizarre. Mais après, je comprends que bah voilà, pendant 2 ans, tu travailles comme un taré et tu finis à minuit tous les jours parce que tu sais que 2 ans plus tard, tu auras, je sais pas, une promotion ou tel poste ou machin. Mais déjà, moi, je trouve ça trop bizarre de mettre 2 ans de sa vie entre parenthèses pour ça. Enfin, mais parce que ça me parle pas, en fait. Ouais. Et comme il y a plein de gens, ça parle pas du tout de monter une boîte et ils trouvent que c'est complètement con et que... et que c'est trop de prise de risque alors que t'es employé par un gros groupe qui te donne un salaire pas trop correct, etc. Et puis t'es pas emmerdé. Non, mais parce que le chef d'entreprise, faut le vouloir. Bah, faut le vouloir, quoi. T'as envie quand même de te prendre la tête. Exactement. Non, mais c'est clair. Moi, je le vois, tu vois, à mon âge, par rapport à mes potes de mon âge qui ont suivi le cursus normal, et ils sont bien mieux dans leur vie aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ils ont des apparts, ils ont des trucs. Ouais. Ils n'ont pas de problème de fin de mois. Ils n'ont aucun problème. C'est ça. Non, mais et puis, ils gèrent pas parfois des emplois. Enfin, voilà. La vie est plus douce, on va dire. Exactement. D'accord, donc tu finis donc, ce fameux stage de fin d'études. Et alors, comment tu fais pour trouver un vrai travail? Et ben alors, du coup, donc je trouve un vrai travail chez Job Teaser. Ouais, c'est quoi Job Teaser? Job Teaser, c'est toutes les... En fait, quand on est en école ou en fac d'ailleurs, quand on cherche un emploi, on est sur la plateforme Job Teaser, généralement. Je pense qu'il n'y a plus trop d'écoles qui sont pas équipées.
Et donc c'est un site internet quoi où en gros moi je cherche un emploi donc je vais dire bah voilà j'ai tel diplôme machin du coup je veux dans tel enfin c'est un truc dans tel domaine quoi, c'est ouais. C'est un site de recherche de... Et eux du coup ils bossent avec à la fois donc il y a un pôle école où justement ils vont s'intégrer chez les écoles et il y a un pôle entreprise où ils accompagnent les entreprises pour la mise en place sur le site internet des différentes annonces etc. Donc ils sont principalement en contact avec les RH et voilà. Et en fait, je vais bosser là-bas. Et en fait, pour tout raconter, en gros, quand je pars de Paris à la fin de Silamir, j'avais participé à un truc qui s'appelle le Sextech Lab. Donc c'est un hackathon. Sextech Lab, ouais. D'accord. C'était un hackathon, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois ce que c'est un hackathon, ouais. Donc un hackathon autour de la sexualité, de l'amour et de la santé. Et dans quel contexte en fait? Dans le contexte de ton stage de fin d'études ou non, toi perso Non, moi perso. Parce D'accord. qu'en fait, je voulais absolument déjà faire ça. Donc monter une boîte de vibromasseurs. Et en gros, j'en avais vachement parlé avec un des gars qui bossait chez Silamir. Et tous les matins, pendant une demi-heure, on se retrouvait et on bossait un peu sur le projet. Enfin, d'accord, ça part de là en fait. Ouais. D'accord. Et donc on en parle et tout, et donc forcément j'en parle avec d'autres collègues, et il y a une collègue qui me dit « Ah bah tiens, mon mari m'a dit qu'il y avait un hackathon autour de la sexualité qui se passait à Paris tel mois. » Et j'étais « Ah bah trop bien, je vais y aller. » Et donc j'y vais, machin, donc c'était très sympa. Et je rencontre un gars qui fait des trucs, c'était un peu comme un VDM, je sais pas si tu vois Vidmer. Oui. Mais de la sexualité. Alors l'idée c'était pas de dire c'est pas une nuit sans folie. Alors c'était pas ça, mais ça se rapprochait, mais c'était pas tourné pareil. Enfin c'était pas pour faire rire en fait, c'était vraiment pour dire bah voilà il y a plein de choses qui se passent dans la sexualité et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Il y a des loupés, il faut pas en faire toute une maladie. Montrer que tout le monde est à peu près normal. Et voilà, c'est ça. Ça arrive. C'est ça. Et du coup, je me dis... Enfin, je rencontre ce mec-là, et puis je trouvais le projet très sympa, et puis du coup, je me dis, bah tiens, on va bosser ensemble et tout, puis au bout d'un moment, je me rends compte que c'est pas possible, donc, parce que ce mec-là était un mec... qui voulait entreprendre mais qui avait pas du tout le profil de l'entrepreneur, D'accord. qui était un peu border, etc. Enfin bref. Ouais. Donc au bout d'un moment, je me dis bon, on arrête, on retrouve un emploi. Donc je trouve un emploi donc à Paris chez Job Teaser qui était. Ça a été dur de laisser l'idée de... Enfin, l'idée, tu l'abandonnes pas, mais de la laisser de côté alors que tu avais pendant une bonne partie de ton stage de fin d'études commencé à développer le projet, tu avais rencontré cette personne, le fait de juste déposer l'idée et de plus travailler dessus pour trouver un vrai emploi, est-ce que ça a été un faux départ? Est-ce que ça t'a marqué, ça t'a touché, ou tu t'es dit bon c'est pas grave, de toute façon je vais la reprendre mais pas tout de suite là Bah non, parce que sur le coup en fait moi je m'étais dit je vais le faire pour de vrai. Ouais. Et je l'avais dit à mes parents aussi. Mes parents m'avaient fait appeler un gars qui avait essayé de monter un truc comme ça. Enfin, pas ça, il voulait juste monter, je pense, un sex shop en ligne, donc c'était pas exactement pareil, mais voilà. Ouais. Et je l'avais eu au téléphone et il m'avait dit, mais tu te rends pas compte comme c'est compliqué et tout. Enfin, c'est franchement trop galère. En fait, on a l'impression que c'est un bon filon, mais ça l'est pas du tout. Plus le Sextech Lab, en gros, il fallait pitcher son idée. Ouais. Et moi, j'ai pitché, sauf qu'à cette époque-là, j'étais extrêmement mal à l'aise. Donc personne n'a rien compris à mon pitch et enfin bref, tout était un peu j'étais trop contente de participer mais c'était un peu désorganisé, on va dire. Ouais. Et du coup en fait je me suis dit bon bah effectivement peut-être que c'est pas le moment, peut-être que je me suis pas dit ça, non, je me suis dit peut-être que finalement c'est trop compliqué, mais surtout en fait moi je voyais pas du tout comment on monte alors pas une boîte parce que ça à la limite pourquoi pas, mais comment on crée un produit en fait. D'accord. C'était vraiment un truc toute la création je voyais de pas l'objet, du tout comment on faisait pour créer un produit, pour aller trouver des fournisseurs, pour faire des trucs comme ça. Je me disais, je suis incapable de faire ça. Enfin, je voyais pas du tout comment faire. Et donc, du coup, je me dis... et puis, à cette époque-là, j'avais mon ex qui habitait à Paris. Et je me dis, j'allais rejoindre, machin, je vais aller trouver mon CDI à Paris. Et donc, j'arrive à Paris, dans un studio mais microscopique. En plus, j'étais vraiment sous-payée par rapport à mes études, etc. Je me souviens de dire à ma pote combien je gagnais. Elle était là, mais Marie, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? C'était vraiment, voilà. Et donc voilà, je travaillais chez Job Teaser. En soi, c'était sympathique, mais... C'était quoi ton poste? C'était... Ça me fait juste marrer parce que c'est toujours des anglicismes. C'était Customer Success Manager. D'accord. Et en gros, c'était d'accompagner justement les commerciaux sur le terrain auprès des RH et faire avec eux des bilans, montrer un bilan à l'entreprise en disant bah voilà, vous avez eu tant de postes, tant de candidats, tant de machin, tout ça.
et répondre aux clients qui avaient des problèmes, qui n'arrivaient pas à faire certaines choses. Donc voilà, je fais ça. Et puis un jour, je rentre à Vannes un week-end. Je vois une pote et en fait, je vois mon frère aussi. Et mon frère, il me dit, mais pourquoi tu fais ça si t'aimes pas ça? Et j'étais là, bah ouais, mais en même temps... Parce qu'il fallait quand même que je travaille un peu pour avoir un peu de chômage. Ouais. Et en fait, c'est 4 mois, D'accord. le truc. Et en fait, je pensais il fallait au moins travailler 1 an. Et donc, je t'ai dit, bah, je reste 1 an. Et puis, en fait, je parle avec ma pote et elle me dit, mais non, mais appelle Pôle emploi, 4 mois, c'est bon. Et j'appelle Pôle emploi et je demande à la dame et elle me dit, oui, au bout de 4 mois, c'est bon. Et je te dis, mais c'est merveilleux, merci. J'étais trop contente. Et donc, je vais chez Jobteaser et je leur dis, bah, écoutez, voilà, j'aimerais bien arrêter ma période d'essai, tout ça. Et donc après, j'ai arrêté Jobteaser et j'étais super contente de rentrer finalement à Vannes. Donc t'es rentrée à Vannes. Je suis rentrée à Vannes. Je suis rentrée chez mes parents. Je connaissais vraiment plus grand monde à Vannes d'ailleurs. Ouais. Et au final, la vie fait toujours bien les choses, je trouve. Mais après, du coup, j'étais donc à Vannes. J'ai recroisé un ancien pote. Et bon, bref, après, je me suis refait toute une bande de potes. Ouais. J'ai rencontré mon copain actuel qui est aussi mon associé. D'accord. Et en fait, donc moi j'ai commencé à bosser là-dessus en octobre 2019. D'accord. Sur vraiment le projet. Tu l'as repris ouais. En octobre 2019. Parce que tu as parlé du... Je me suis dit merde, fais-le parce que tu vas... On remet ça sur la table. Et, parce que tu disais que tu en avais parlé à tes parents qui t'ont mis en contact avec un... Ouais. Mais tes parents, ils ont réagi comment? Parce que je sais pas, tu fais... Là, on va rentrer dans le sujet, mais tu es quand même une fille qui fait des études d'ingénieur. Ouais. Donc, c'est censé être, tu vois, des sujets sérieux. Ouais. Je dis ça, bien évidemment. Tu vois, je fais l'avocat du diable. C'est des sujets sérieux, tu vois, l'ingénierie. Tu vois, tu peux faire du spatial. Des trucs comme ça. Et là, tout d'un coup, genre, bonjour, je veux développer un sextoy. J'imagine que les gens en face de toi, tu leur racontes ça. Une femme qui fait des sextoys... Ouais. On sait déjà ce qu'on va lui dire, l'image qu'on va lui accoler. Je sais pas comment tes parents, a priori ils ont bien réagi, mais les autres mes parents ils ont bien réagi. Ma mère elle est persuadée que c'est bien et elle a vraiment compris le pourquoi du comment, etc. Et mon père aussi, finalement. Je pense qu'au début, il n'était pas... Enfin, en fait, au début, il m'a dit, bah, tu devrais quand même peut-être un peu te forcer à travailler parce que c'est con d'avoir fait tant d'études pour pas t'en servir. Enfin, pas t'en servir. Pas rentabiliser, entre guillemets, en ayant un emploi, etc. Mais ce que j'ai pas précisé, c'est que mes parents ont monté une franchise Nouvelle Frontière à Vannes. D'accord. Quand ma mère était enceinte de moi. Donc moi, j'ai toujours eu des parents qui étaient entrepreneurs. Et qui ont leur propre boîte, ouais. Et c'est pour ça aussi que c'était inconcevable pour moi d'être salariée, dans le sens où de ne pas être libre, je sais pas, à 15h, devoir aller m'acheter un truc, c'est quelque chose qui pour moi est hyper important en fait. Ouais. D'organiser ton temps comme tu l'entends. Exactement. Okay. Et du coup, c'est ce que j'ai dit à mon père, j'ai dit, oui, mais enfin... Justement, j'ai fait toutes ces études. Tu m'as donné cet exemple-là et pour moi, je peux pas faire différemment, c'est pas envisageable quoi. Et du coup, ça, il a compris. Et en fait, franchement, c'est vraiment cool que je l'ai pas fait. Justement, que j'ai pas monté ça quand j'étais en stage, parce que je pense que la société était pas prête. Mais aujourd'hui, et même, tu vois, la semaine dernière, j'en ai parlé avec ma belle famille, qui pour le coup est plus tradie, on va dire. Ouais. Et tout le monde comprend, quoi. Tout le monde comprend parce que justement, c'est pas du tout trash ce qu'on fait. C'est pas du tout de l'érotisme, c'est pas du tout... du porno sale, le mauvais côté. Exactement. Il y a un vrai message derrière. C'est vraiment pour... oui, il y a un vrai message derrière. Et du coup, en fait, quand on l'explique, les gens, ils le comprennent parfaitement et ils trouvent ça très cool. Et ça passe... franchement, ça passe vraiment partout, tout le temps. Je pense. Okay. J'ai pas trop de... sauf à l'ICAM, justement. À l'ICAM, auprès de la junior entreprise, c'est pas passé, ouais. Ah ouais? Ouais, ça, c'était trop marrant. En gros, il y a une fille de la junior entreprise qui me contacte et qui me dit est-ce qu'on peut faire une conférence sur l'entrepreneuriat? On serait contente de t'avoir, etc. Et donc, je mais dis, pourtant, être contact, c'est ce que tu fais, non, a priori? Oui. Et je lui dis oui, mais à mon avis, ça va pas passer auprès de l'ICAM, mais si tu veux, avec grand plaisir, quoi. Et elle me dit non, c'est bon et tout, machin. Donc, rendez-vous pris pour je sais pas quand. Et 2 jours avant, elle m'appelle toute gênée et elle me dit en fait, je suis désolée, mais il y a des gens de la promotion, quoi, des gens de 21 ans, qui sont allés voir la direction générale de l'ICAM en disant que c'était inadmissible, etc.
Et donc, du coup, on a reporté le truc, je crois que c'est en octobre si c'est validé. Mais en fait, après, moi, j'ai eu des échos d'anciens élèves et de gens qui y sont et qui m'ont dit, mais tu te rends pas compte, tout le monde en a parlé. Moi, j'ai reçu 10 messages d'élèves et de profs qui me disaient, mais on est vraiment désolé de ce qui s'est passé, etc. Il y a eu un atelier avec le directeur pour savoir qu'est-ce qu'on avait le droit de dire ou pas le droit de dire, etc. Enfin, c'est parti hyper loin. Mais t'es pas en train de montrer comment on se masturbe. C'est ça. Enfin, en fait, puis même à la rigueur, je veux dire, tout le monde a regardé Sex Education, c'est bon. Bah ouais, c'est ça. Je veux dire... Non mais ouais, carrément. Ok, donc comme tu le disais, tu remets le projet sur la table en octobre 2019. Et là, alors par quel bout tu le prends? Bah, en fait, on va faire un cours avec toi. Comment on monte son entreprise? Ouais. Alors, donc tu veux créer un sextoy. Ouais. Déjà, d'où te vient cette idée? Ben, l'idée, moi, elle me vient, donc ça fait vachement longtemps, comme je disais, que j'ai cette idée-là, parce que moi, j'ai regardé Sex and the City quand j'étais adolescente. Ouais, j'ai jamais regardé cette série. C'est vrai. J'ai vu les films, mais les films sont beaucoup moins, a priori... moins... Ouais, peut-être, je sais pas, je me souviens plus. Et puis en plus, moi j'ai essayé de regarder Sex and the City et franchement... Ça passe plus. Des années après. Ouais, non, pourtant, c'était révolutionnaire à l'époque. Ouais. On parle de sexe de façon... dans une série grand public et bah de ouais, façon sans tabou, sans... Exactement. Ouais. Et puis elles sont toutes vachement bien fringuées, machin. Oui, il y a ça aussi, c'est quand même la haute new-yorkaise qui se découvre son plaisir. Carrément. Mais non, mais moi du coup à cette époque-là j'aimais bien, donc je regardais ça et je voyais et en fait il y a tout un épisode où il y a Charlotte, l'une des protagonistes, qui utilise un vibro et qui du coup ne sort plus de sa chambre. D'accord. Et je me dis bah ça a l'air quand même assez sympa, enfin j'aimerais bien essayer quoi, ça m'intrigue. Et donc je vais m'acheter un vibromasseur et je trouve ça absolument merveilleux. Enfin je me dis mais c'est incroyable. Enfin voilà. Et donc j'en parle autour de moi et on me regarde assez bizarrement parce que Van c'est quand même assez classique. C'est sympa Van. Ouais, c'est très classique. Ouais. Enfin, c'est quand même assez classique. Et donc, du coup, on me regarde vraiment bizarrement. Donc, soit on me regarde comme si j'étais un peu une... Mais où est-ce que tu as trouvé ce vibromasseur? Dans les endroits un peu bizarres de Vannes? Je suis allée dans un sex shop, mais en fait, moi, ça m'a jamais choqué. Enfin, je veux dire, pour moi, un sex shop, c'est simplement un pan de ta vie que tu vas explorer, quoi. Et je trouve vraiment... Tu vois, j'y suis encore retournée il y a 2 semaines dans un sex shop et ça me choque absolument pas parce que... Enfin, je comprends qu'il y a des trucs qui soient choquants. Tu vois, quand tu vois des énormes plugs ou des trucs, tu te dis, ok, c'est chelou. Ouais. Ça, je comprends parfaitement. Mais pour le reste, je sais pas, on a tout un pan de notre vie qu'on n'explore pas parce qu'on trouve ça sale, alors que c'est sympa, quoi. Après, c'est pas classe. Enfin, ah non, mais tu c'est vois, pas par classe exemple, du tout. moi j'ai vécu pendant très longtemps au Canada. Au Canada, dans les centres commerciaux, tu as des sex shops. Enfin, mais c'est très épuré. Tu rentres et t'as des petits canards, des petits machins. Enfin, tu vois, t'as rien de trashouille qui est mis en vitrine. Tout le monde sait que c'est un sex shop, etc. Mais t'as pas des grosses jaquettes de DVD avec triple anal pour machin. Clair, enfin, tu vois, des trucs un petit peu genre ah, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Tu vois, qui te disent, bon, si on me voit là-dedans, ça fait quand même un petit peu, tu vois, alors qu'en France, les sex shops, c'est avec des gros rideaux cachés derrière. En général, tu vois pas l'intérieur, tu sais pas ce qui s'y passe. Et puis, si tu vas dans certains sex shops pour rigoler, parfois, le mec qui tient le sex shop, il a l'air chelou aussi. Donc, t'as pas vraiment envie d'y rester, de sélectionner tes produits. Donc, non, mais je vois. Bah après, il y a quand même des efforts de fait sur ces trucs-là. Maintenant, il y en a quand même qui sont mieux. Mais ma mère me parlait à l'époque, quand je lui ai dit que je venais t'interviewer, elle me parlait de Chantal Thomas, non, à l'époque, qui avait lancé son petit canard, et qu'à Paris, c'est vrai que dans une certaine classe de mais je sais pas de si c'est femmes... Chantal Thomas ou Sonia Rykiel. Sonia Rykiel, pardon. C'est Sonia Rykiel. C'était très classe d'avoir son petit canard. Et tu sais, le chic, le sexe chic, le porno chic, voilà, c'était très... voilà, ça a aussi un petit peu révolutionnaire, amené un petit peu de détente dans ce monde. Exactement. Et oui, je crois qu'elle avait fait un sous-sol dans une de ses boutiques. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. donc tu trouves un sex shop à Vannes. Et donc je m'achète un vibromasseur. Et du coup, je trouve ça très bien, j'en parle, machin, je me rends compte que c'est vraiment mal vu. Et enfin bref, tout simplement, je me dis, bah tiens, c'est dommage parce que en fait, c'est super mal vendu, c'est absolument dégueulasse. Enfin, le packaging est vraiment ignoble. Le message... Forcément, on n'a pas du tout envie d'acheter ça. Et je comprends parfaitement qu'on n'ait pas du tout envie d'acheter ça. Puis le message autour du vibromasseur est pas... Ouais.
Non, mais c'est ça. Et puis tu l'achètes, t'as une fille à poil dessus. Enfin, c'est pas du tout un truc que t'as envie d'acheter, en fait. Ouais. C'est pas beau, c'est machin. Enfin, bref. Donc, du coup, je me dis, bah, c'est vraiment dommage. Si on faisait une marque sympa et un objet sympa, franchement, ça pourrait marcher, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, je me dis ça, donc je dois avoir 18-19 ans. Et puis après, quand j'étais à Paris, justement, je participais à pas mal d'ateliers sur le plaisir féminin, le clitoris, tout ça. Parce que, je sais pas, ça m'a toujours intriguée. Et puis je me rends compte que, tu vois, il y a vraiment un avant et un après chez les femmes. Enfin, t'as quand même pas mal de femmes qui, je sais pas, à 40-45 ans, découvrent leur clito, découvrent leur sexualité, découvrent leur corps, commencent à se dire qu'en fait, effectivement, on s'en fout de son corps. Enfin, on s'en fout pas, mais je veux dire, on s'en fout de la plastique et de ceci, et qu'on s'assume, je déteste ce mot, mais voilà, on s'en fout, quoi. On n'a plus de complexe par rapport à ça. Et puis on a le droit de se connaître aussi et de se rencontrer nous-mêmes. Exactement. Voilà. Et c'est des femmes qui, tu vois, voilà, qui ont finalement découvert leur clito et qui ont découvert leur plaisir et qui du coup, voilà, savent ce qu'elles veulent et puis c'est tout, quoi. Et je me dis, bah ça, enfin c'est trop bien parce qu'elles l'ont découvert, mais c'est quand même super dommage qu'elles le découvrent si tard, entre guillemets, et qu'en fait finalement il y a à aucun moment on nous dise, bah voilà, si, tu vois, par exemple le conte T'as joui, tout le monde se plaignait justement de pas jouir, et au bout d'un moment t'es là, bah oui, mais en même temps si toi-même tu sais pas jouir, la personne peut pas te faire jouir. Oui, enfin, ça, tu peux pas être en accord avec ton partenaire, voilà. Soit t'es deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, parce qu'on parle aussi des hommes, même si ton vibromasseur Coco, il peut s'utiliser. Je sais qu'il est vachement commandé par des hommes. Est-ce que c'est des hommes pour leurs femmes ou c'est des hommes pour eux? Non, c'est des hommes pour leurs femmes, ouais. D'accord, ok. Mais c'est sûr que si toi, tu te connais pas toi-même, comment veux-tu que ton partenaire sache faire ce qui te plaît? Mais il y a beaucoup de... Moi, je me souviens de conversations que j'ai eues avec des jeunes filles, parce que j'ai 6 ans et 7 ans de différence avec mes petits frères et sœurs. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu assisté à des soirées de jeunes de fac, etc., première, deuxième année, avec des jeunes filles qui, je sais pas comment c'est arrivé ce genre de conversation, avec des questions vraiment basiques sur la sexualité, sur des phénomènes qui sont normaux, etc. Et ah ouais, bah, mon copain, il me fout la honte à chaque fois s'il se passe ça, ou enfin vraiment une méconnaissance, mais totale. Alors sur l'orgasme, on en parle pas. Voilà, les pratiques sexuelles différentes, dire non, dire oui, s'exprimer, etc. Enfin mais vraiment des trucs, et vraiment des filles qui connaissent pas leur corps, qui ont jamais appris à se découvrir, etc. Et qui posent, en fait, quand tu découvres la sexualité, tu découvres tout d'un coup, mais t'as pas appris la sexualité, en fait. Donc c'est ça. Et puis ça crée des relations de couple parfois pas équilibrées, etc. Parce carrément. Que les hommes, eux, par contre, c'est bien, un homme qui se masturbe, c'est normal. Bah oui, c'est ça. Une femme, c'est un peu crado, quoi. Une femme, c'est pas normal. Mais c'est ça, tout le truc, justement. Et c'est pour ça qu'avec Puissante, l'idée, c'était vraiment d'expliquer ça et de faire entendre que c'est normal. Et encore, moi, j'ai plein de gens de mon entourage qui l'ont acheté. Déjà plus, je pense, pour me faire plaisir et me soutenir que vraiment pour l'avoir. Et en plus, qui ne l'ont toujours pas utilisé seul. Qui ont dit, je l'ai essayé avec mon copain, c'est cool et tout. Et c'est là, mais utilise-le seul. Et non. Je sais pas pourquoi, il y a un espèce de blocage. Non, je ne me masturberai pas seul. Et je ne comprends pas ce truc, mais il y a un énorme truc autour de ça, quoi. D'accord. Donc, cette idée de sextoy, quand est-ce que tu commences, donc tu réfléchis à ton projet, quand est-ce que tu te lances dans le podcast ? Parce qu'il y a des épisodes de podcast avec toi qui existent. Voilà, donc j'invite les auditeurs de Slice à aller les écouter. Et justement, où tu parles de tous ces sujets. Donc, tu parles de sexualité féminine, des bienfaits de l'orgasme, de savoir s'assumer, de la sexualité quand on est une personne âgée, voilà, 50 ans, enfin voilà, pour des femmes plus d'âge mûr, on va dire. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé en premier ? Le podcast, où tu as tout fait en même temps, et pourquoi un podcast ? Alors, pourquoi un podcast ? Parce que une fois, je suis partie en Corse avec une amie et on logeait chez des amies à elle et qui avaient 60 ans. Et en fait, la mère du gars qui avait 60 ans avait donc 80-85 ans. Elle s'appelait Josette. Enfin, elle s'appelle Josette d'ailleurs. Ouais. Et c'était vraiment une soirée mémorable. Elle a commencé à me raconter sa vie. Ouais. Et c'était une femme qui était en Algérie, etc. Enfin, toute une histoire. Et qui me disait, la première fois que j'ai rencontré mon amoureux, c'était au bal, il a voulu m'embrasser, je lui ai mis une claque parce que moi je connaissais pas du tout toutes ces choses-là, etc.
Et finalement, elle me raconte sa vie, etc. Puis au bout d'un moment, elle me dit... au bout de quelques temps, il m'a dit que j'étais devenue experte. Et avec un grand sourire, en fait, c'était sous-entendu experte en sexualité. Enfin, experte au lit, quoi. D'accord. Et c'était, mais incroyable parce que c'est... Enfin, voilà, il y a une différence d'âge complètement... une énorme différence d'âge. Et moi, je lui ai expliqué Tinder et elle me regardait et elle comprenait absolument pas. Enfin, elle disait, mais c'est quoi ce truc, le principe de Tinder. Non, mais voilà. Et en fait, je trouvais ça génial et je me disais, mais j'aurais trop aimé l'enregistrer, quoi. Parce que j'aurais adoré que tout le monde... Enfin, j'aurais adoré le partager, en fait. J'ai trouvé ça tellement intéressant et émouvant et tout ce que tu veux. Comment elle a vécu sa vie, elle qui a 80 ans, toi qui en as 25, et etc. Comment on le décalage... au vrai. Parce que, même si j'ai rien contre Tinder, etc., il y a quand même un énorme truc qui, je trouve, est pas vrai. Enfin, tu vois, c'est pas, je sais pas comment dire, mais... chacun se forge l'image qu'il a envie sur Tinder. Et puis après, puis Tinder, c'est plus l'application justement pour des trucs pas très engageants. Ouais. Au contraire de d'autres applications. Bon, après, voilà, tu dis bien ce que tu as envie. Oui. D'ailleurs, il faut se méfier, on rappelle aux auditeurs, aux auditrices, il faut bien se méfier. Là, je sais qu'il y a toute une... en ce moment, sur Instagram, il y a un espèce de photographe parisien là, qui, a priori... voilà, plusieurs comptes Instagram qui le dénoncent avec à chaque fois beaucoup de filles qui font de la prévention avec des violeurs récidivistes qui sont sur Tinder et sur d'autres applications avec plein de profils différents, plein de noms différents. Et heureusement, il y a une espèce de police d'un groupe de filles qui font la police justement pour si vous tombez sur ce mec-là, a priori, il a déjà sévi et s'il est un peu dangereux, donc il faut toujours se méfier quand on se balade sur ce genre de site. Parenthèse fermée. Du coup, tu te lances dans le podcast. Du coup, je me lance dans le podcast. Et en fait, pourquoi je me lance dans le podcast? Donc déjà pour cette histoire, et puis parce que donc au début, ça part vraiment avec un pote dans son garage, on démonte des sextoys avec mon père aussi, on démontait des sextoys. Enfin, franchement, c'était trop marrant. Je démontais des sextoys pour comprendre comment c'était fait à l'intérieur. D'accord. Pour voir quels étaient les moteurs, quel type de moteur c'était, comprendre tout l'intérieur. Et donc ça prend du temps. Et puis après, finalement, j'essaye de faire des demandes auprès de fournisseurs en France. Et puis en fait, construire un produit, ça prend vachement de temps, mais ça... il y a des longs délais, mais finalement, on travaille pas beaucoup, quoi. D'accord. Dans le sens où souvent, t'attends un retour de tes fournisseurs ou des choses comme ça, tu vois. Donc, du coup, j'avais pas grand-chose à faire, parfois. Et donc, je me suis dit... Et comment tu trouves les fournisseurs, parenthèse, c'est-à-dire en démontant, il y a un nom ou c'est toi qui t'es renseigné en disant qui c'est qui... moi qui cherchais. Et justement, ça, c'est un truc qui me manque en France, c'est... Je cherchais tous les fabricants de silicone, en fait. D'accord. Et ça prend pas mal de temps parce que la moitié ne répondent pas, l'autre moitié, il faut faire pas mal de calls pour en fait se rendre compte que ça va pas marcher. D'accord. Qu'ils n'ont pas le savoir-faire. Nous, c'est principalement ce qu'on nous a dit, qu'il n'y avait pas le savoir-faire. Et donc, pendant ce temps-là où ça prend du temps et où finalement il se passe pas grand-chose parce qu'on attend juste des retours, je me dis, tiens, ça serait pas mal de faire grossir la communauté. Comme ça, quand on va sortir le produit, on aura déjà une communauté, quoi. Et encore une fois, j'avais trop envie de partager des trucs et puis d'interviewer pas mal de... Parce que là, il y a certains épisodes qui sont plus en ligne. Il y a des épisodes qui n'ont vraiment absolument rien à voir avec la sexualité. D'accord. Où c'était juste, comme toi avec ce podcast, c'était vraiment moi qui voulais interviewer des gens pour qu'ils me racontent leur vie parce que je trouvais que leur vie était intéressante. C'était hyper intéressante, voilà, quoi. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai fait ça. Alors moi, je l'ai fait moins bien, entre guillemets, que toi, dans le sens où c'était vraiment toujours en ligne et sur Zencastr. Alors Zencastr, c'est une plateforme où tu n'as pas besoin de te déplacer. Ouais, c'est ça. Chacun se connecte via Skype, son ordinateur, voilà, c'est comme Skype, et tu enregistres ton épisode en direct. Voilà, en direct, Pour les gens qui voudraient se lancer dans le podcast. Ouais. Mais c'était pas mal. Et d'ailleurs, le premier épisode avait vachement fait parler. Tu vois, sur le premier épisode, on avait eu 1000 écoutes en très peu de temps. Ouais. Parce que j'avais interviewé une amie d'amis qui était... je sais plus s'il est en ligne. S'il l'est pas, il faut que je le remette, mais je pense qu'il est en ligne. C'est hyper intéressant. C'est une fille qui, en fait, est partie à New York et qui a commencé à faire vachement gaffe à ce qu'elle mangeait, etc. À faire vachement de sport et tout. Et du coup, elle a perdu ses règles. Et en fait, elle explique tout le cheminement, etc. Donc, c'est assez long. Mais elle parle extrêmement bien et c'est assez agréable à écouter. Et c'est vraiment super intéressant. Moi, j'avais trouvé ça très intéressant. Ok, je crois qu'il est en ligne. Je l'ai vu parce que j'ai écouté tout pour préparer notre rencontre.
Donc j'ai tout écouté, j'ai tout bossé, je suis au taquet. Donc tu fais du podcast. Donc là, ça fait un petit moment que tu n'as pas remis d'épisode. Est-ce que tu penses y revenir éventuellement un jour Je pense, je sais pas encore exactement. En fait, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ouais. Mais demain, peut-être que j'aurai plus le temps. Avis à un monteur sympathique qui voudrait qu'on lui envoie des pistes de podcast à monter, qui est intéressé à la sexualité friendly. Exactement, je suis preneuse. Voilà, envoyez vos messages, vos mails. Je mettrai l'adresse mail dans l'article qui te sera dédié. Ok, donc le podcast. Et donc en même temps, tu montes ta société. Pourquoi Puissante ? Alors, pourquoi Puissante ? On a mis vachement longtemps à trouver le nom. Et en fait, je me suis fait accompagner au début donc la personne qui s'était occupée de la communication du Sextech Lab, elle s'appelle Lucille Crosetti, c'est une fille qui a mon âge et on est assez potes maintenant. Et donc je lui ai demandé de m'accompagner sur la partie communication, enfin pas la partie communication, mais au début faire un truc un peu déjà une charte graphique et puis mettre un peu les bases, parce que moi je déteste faire ça, je trouve que c'est beaucoup trop... c'est pas du tout concret. D'accord. Tu vois, de dire voilà, ma cible c'est ça, et puis mes valeurs c'est ça, et puis mon machin c'est ça, et je me dis oui, je vois pas trop à quoi ça sert. Enfin, je sais que ça sert à quelque chose, oui, mais je sais pour pas la personne qui le reçoit, la communication. Ouais, voilà. Mais toi, peut-être le mettre en écrit, en œuvre. Je suis incapable de faire ça. Voilà, je trouve que, tu vois, non. Je sais pas faire. Donc, j'ai lui demandé de m'accompagner là-dessus. Ouais. Et donc, je suis allée faire un brainstorming, entre guillemets, chez elle, et on a cherché avec ses colocs des noms de boîtes aussi, donc ça faisait partie du truc. Et en fait, à un moment donné, donc on était plus sur clit quelque chose, des choses comme ça, et moi je me disais, c'est dommage, parce que ça renferme vraiment sur un côté sexo, et je veux pas du tout que ça fasse ça, et je veux vraiment traduire le fait que c'est du bien-être, et que ça te permet d'être bien dans tes pompes, en fait. Et du coup, Puissante, moi j'ai trouvé le nom, et je me suis dit, en fait, tout le monde a dit, ça c'est vraiment pas mal, et je trouve que ça traduit vraiment ce qu'on veut expliquer en fait, que ça te permet vraiment de te découvrir, d'être bien avec toi, d'être bien dans ton corps et du coup forcément d'avoir plus confiance et de te sentir puissante, quoi. D'accord. Et pour monter justement puissante, donc l'importance de bien s'entourer, donc comme tu disais sur ces aspects de communication par Lucille Crosetti. Mais est-ce que tu t'es renseignée auprès de sexologues, auprès de, je sais pas moi, psychologues, etc. pour monter aussi toute la communication et expliquer en quoi l'orgasme, se connaître, etc. c'est important? Alors, je ne l'ai pas fait exactement en appelant carrément des sexologues, etc. Mais encore une fois, moi, j'avais participé à plein d'ateliers là-dessus. De formation déjà, toi, tu avais la connaissance. Ouais, j'ai lu énormément de bouquins. En fait, ça fait des années que je me renseigne là-dessus. Alors après, j'ai pas une formation de sexologue. D'ailleurs, je m'étais renseignée pour la faire. Ouais. Mais j'ai pas le truc qui dit que. Mais franchement, je connais quand même énormément de choses. Et après, jamais... de cette manière, dans la communication, je n'acte jamais rien, dans le sens où je sais que je suis pas sexologue, mais moi je suis chef d'entreprise, c'est pas du tout pareil. Et je vais jamais dire que c'est comme ci et comme ça, alors que j'en suis pas intimement persuadée. Mais bien sûr, j'ai lu énormément de choses là-dessus parce que ça m'intrigue vraiment déjà tout le tabou qu'il y a autour. Ouais. Et puis c'est incroyable d'offrir la possibilité aux gens de se découvrir, sachant qu'ils l'ont... que jamais ils auraient osé passer le pas parce que à cause de la communication, des choses comme ça. Et là, on arrive à offrir cette possibilité-là. Et franchement, les retours qu'on a eus, c'est trop cool, quoi. Ouais. Il y a d'ailleurs un épisode hyper intéressant donc en ligne que j'ai écouté hier sur cette médecin qui est belge, elle a un accent belge, donc je sais pas si elle est belge, mais qui explique en fait tous les bienfaits de l'orgasme féminin, pas seulement on se fait plaisir, c'est sexuel, c'est génial, mais sur la tension artérielle, sur le stress et les angoisses, sur la stimulation et comment ça s'appelle, le fait que quand tu as un orgasme tu sécrètes de l'ocytocine qui protège du cancer du sein, etc. Et tous les bienfaits en fait que peuvent apporter au corps, en plus de la connaissance de la connaissance de soi-même, d'une meilleure relation avec son amoureux aussi, lui apprendre les gestes, etc. Qui peuvent nous faire plaisir et passer un bon moment. Il y a tout un tas de choses, donc je recommande aussi l'écoute de cet épisode de podcast
podcast pour les auditeurs et auditrices qui aimeraient en savoir plus sur les bienfaits au point de vue médical, parce que c'est un médecin qui explique ça. Donc voilà, c'est bien aussi d'avoir une parole qui valide, valide tout ça. Du coup, donc on a vu le podcast, l'idée de puissante, et donc du coup, tu démontes des sextoys. Comment tu crées l'objet? Est-ce que dans ta tête déjà, toi, t'avais par tes tests, par ce que tu savais, tu avais l'idée de la forme de Coco, de ce qui va devenir Coco, ou comment tu fais pour créer, pour designer, puis ultimement pour trouver tes fameux fournisseurs. Puis j'ai écouté aussi dans ton podcast des questions de haute fréquence, basse fréquence, de vibration. Comment on réfléchit à tout ça? Et en fait, alors en fait, moi à la base, j'avais dessiné un rabbit. Je sais pas si ok, oui. Ouais. J'avais dessiné un rabbit. Je mettrai peut-être une photo de rabbit sur l'article qui te sera dédié parce que s'il y a des termes qui ne sont pas connus de nos auditeurs, c'est un sextoy en fait avec en forme phallique, et il y a une excroissance en forme des oreilles de lapin qui normalement doivent se poser sur le clitoris pour le stimuler. Donc à la fois on a stimulation interne et stimulation externe. Voilà ce qu'est un rabbit. Voilà. C'est une très bonne définition. Voilà. Donc toi, à la base tu voulais faire un rabbit. Et à la base je voulais faire un rabbit parce que moi je trouvais que ça marchait bien et que voilà. Et je pensais que, justement, en fait, les rabbits sont généralement pas beaux, je trouve. Et je me disais, on va en faire un joli, et voilà. Et en fait, je pense un peu plus loin, et je me dis, ouais, quand même, en fait, il y a quand même ce truc auprès des femmes qui est qu'il y a des femmes qui veulent être pénétrées, et d'autres qui veulent pas du tout être pénétrées. Ouais. Et du coup, je me dis, ce serait quand même pas mal d'offrir l'alternative. Ce serait pas mal d'offrir l'alternative. De pouvoir faire les deux. Enfin, si on veut, on fait les deux. Ou sinon, juste un et ça marche aussi bien. Voilà, okay. Tout à fait. Et en plus de ça, la technologie de l'aspiration, de la succion. Ça, je connaissais absolument pas. J'ai découvert en lisant, je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais aussi, Womanizer et tout, tu connais pas? Non, mais moi, non. Je sais ce qu'est un rabbit, mais alors le reste... Ça, c'est vraiment, ça fait... Womanizer, ça va faire, 8 ans, 10 ans. Ok. Et ça a été une révolution complètement incroyable. Parce que, je sais plus quelles sont les stats, mais il y a peut-être 95% des femmes qui ont un orgasme en 30 secondes, quoi. C'est... Ah oui. Ouais, c'est vraiment assez incroyable. Après, ça dépend du type d'orgasme qu'on veut, entre guillemets. Okay. Et c'est justement pour ça que moi, j'ai vraiment fait attention, entre guillemets, aux fréquences. D'accord. Mais d'ailleurs, ça, c'était vraiment trop marrant parce qu'ils m'ont envoyé... Je pense que d'habitude... c'est sûr, le fournisseur avec qui je travaille. Donc, c'est une usine en Chine que j'ai Voilà, trouvé. finalement, t'as pas trouvé en France de fournisseur de silicone, en fait Ouais. Tout. Et puis, qui voulait fabriquer, il n'y avait personne. On t'a dit non parce que c'était du vibromassa? On m'a dit non parce que ça allait être beaucoup trop cher. Ok. Ou non parce qu'on ne savait pas faire. Okay. Ah ouais. Il n'y a pas de sextoy made in France? Non. Ah ouais. Il y a des sextoys assemblés en Allemagne. Ok. Mais du coup, assembler, ça veut un peu tout et rien dire, donc je sais pas. Oui, c'est des pièces qui viennent de partout, et puis on fait juste le... et tu peux dire Made in Germany parce que tu as assemblé, c'est comme en France. En France, tu peux dire Made in France à partir du moment où tu as assemblé des trucs sur le territoire, mais le truc peut venir du Costa Rica et de Chine. Voilà, c'est... Ok, donc il y a de l'assemblage en Allemagne. Mais sinon, c'est tout. C'est la seule boîte qui assemble en Allemagne. D'accord. Il n'y en a qu'une. Et donc, donc je trouve mon fournisseur en Chine. Et donc, c'est une boîte qui travaille juste avec les États-Unis et le Canada et l'Europe. Ouais. Et il m'envoie, donc juste pour en revenir donc, à ce truc de fréquence, il m'envoie des patterns, je sais pas comment dire, des modèles, des sinusoïdes, quoi. Ouais. Tu vois, en me disant, voilà, la fréquence 1, ça va être comme ci, la fréquence 2, machin. Et en fait, normalement, du coup, ils travaillent... Enfin, eux, ils ont leurs ingénieurs, et la boîte française a ses ingénieurs, et ils parlent entre ingénieurs, quoi. Ouais. Et là, l'ingénieur, c'est moi. Sauf que moi, ça fait 5 ans que j'ai fini mes études, et je n'ai plus du tout aucune idée de comment les choses fonctionnent, quoi. Et du coup, c'était vraiment trop marrant, parce que moi, j'étais sur Canva, à prendre leur sinusoïde, là, et à les rapetissir, et à déjà comprendre comment elles fonctionnaient, puis après, j'étais ok, d'accord, donc je vais les refaire plus petites, et puis machin, mais... Enfin, franchement, c'était que des trucs comme ça, et je me dis, ils sont vraiment hyper bons, parce qu'en face d'eux, ils avaient quelqu'un qui était complètement à l'ouest, et enfin, bref, c'était assez marrant. Mais du coup, voilà, donc gros boulot, enfin,
pas gros boulot, mais on a vraiment fait, enfin j'ai vraiment fait en sorte que justement les vibrations soient assez basses, parce qu'il y a pas mal de vibromasseurs sur lesquels les vibrations, dès qu'on commence en fait, c'est hyper haut. Ouais. Et ça, c'est quand même pas très agréable. Donc il y a ça, et puis après au niveau du dessin, l'idée c'était que ça se plie, etc. Donc ça c'était... Enfin, c'est moi qui l'ai dessiné et qui l'ai envoyé justement à cette entreprise. Et après, eux, ils ont fait tout l'intérieur. Donc, d'accord. Toute l'ingénierie à l'intérieur. Quoi. Donc, c'est-à-dire les moteurs, les différents, je sais pas, les boutons, les ceci, les cela. Tout ça, ouais. Ok, d'accord. Enfin, moi, j'ai dit où seraient les boutons, etc. Mais ils ont vraiment fait tout le câblage interne. Quoi. Ok. Ça t'a pas, comment dire, le fait que ton produit, qui va être le lancement de ta marque, en fait, même si Puissante est lancée avec le podcast, mais je veux dire, après, c'est avec Coco que tu vas connaître la gloire. Ça t'a pas... T'es allée à l'usine, par exemple, en Chine, pour voir ou non, non, pas je du pouvais tout. pas parce que c'était le Covid. Ah, bien, oui, bah oui. Parlons-en du Covid. En fait, y aller. J'attends que ce soit ouvert pour y aller. Ouais, ah d'accord, ok. Ouais. Pour aller voir où est-ce que la magie s'opère. Exactement, pour aller les voir, les rencontrer, c'est hyper important en plus pour le business. Enfin... Mais oui, non, du coup, je voulais y aller, mais en fait, avec le Covid, il y avait 15 jours de quarantaine. D'accord, ah oui, ouais. Et puis après, je me suis dit, c'est pas grave. Donc, j'ai fait passer une boîte d'audit sur place. Ouais. Et après, du coup, je vais y aller une fois que ce sera rouvert. Mais apparemment, ça repart un peu en Chine, alors je sais pas trop. Ouais. Comment t'as trouvé ce fournisseur chinois ? Et ça a été toute une galère. J'ai passé franchement des semaines entières sur Alibaba. Et en fait, un jour, je sais pas pourquoi, j'ai tapé sur Google une boîte que j'aime bien, moi, aux États-Unis. Et j'ai tapé Chine à côté. Et en fait, il y a des boîtes qui qui pistent les bateaux et les livraisons. Et du coup, j'ai vu que la boîte que j'aimais bien avait eu une livraison de Chine de cette entreprise-ci. D'accord. Et donc, du coup, j'ai contacté cette entreprise-ci et je leur ai dit, est-ce que vous fournissez telle boîte ? Et ils m'ont dit, oui, on les fournit, machin. Et en fait, du coup, j'ai trouvé la boîte. Mais la protection des fournisseurs, enfin, je sais pas, c'est pour une entreprise, c'est un peu... Moi, en fait, t'as trouvé un tracking de bateau. Ouais. Et c'est comme ça que t'as eu le nom des... Ouais. D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est... d'accord. Bon, coup de bol, et puis si ça marche, c'est cool, mais c'est curieux quand même pour la protection. Enfin, je sais pas, tes fournisseurs, parfois t'as pas envie de... Bah ouais. Peut-être que les Américains, ils s'en foutent, mais... Bah ouais, je sais pas. Ok. Et donc, entre-temps, j'imagine qu'en France, donc pendant que tout ça se fait, toute la réflexion se fait, je suppose que toi, tu montes ta boîte juridiquement. Comment ça se passe ? C'est toi qui te lances toute seule avec, je sais pas moi, un avocat, un comptable, etc. Comment t'organises tout ça pour lancer la boîte ? En fait, je la lance pas tout de suite parce que au début, il se passe rien. Tu déposes la marque Puissante ? Alors, je dépose la marque Puissante et j'ai déposé Coco et j'ai déposé les couleurs, enfin tout ce que je pouvais, je l'ai déposé. Ouais. Tu savais comment... j'imagine que par ta formation, tu savais, mais c'est long, ça prend du temps. Tu l'as fait toi-même ou t'as fait appel à quelqu'un pour faire ça ? Non, je l'ai fait moi-même, mais franchement, je pourrais faire appel. En fait, c'est pas que ce soit long, mais c'est que c'est vraiment pas clair. Et après, là, j'ai maintenant le numéro... C'est auprès de l'INPI directement ? Ouais. D'accord, tu fais ça, tu fais la démarche en ligne, quoi. Ouais. D'accord. Mais après, on peut les appeler. Enfin, moi, j'aurais dû les appeler à l'époque, je les avais pas appelés, mais en fait, c'était bête parce qu'en plus, il faut vraiment faire gaffe quand on dépose des trucs, il faut tous les déposer en même temps, sinon à chaque fois, on repaye 190 € par truc déposé. Alors que si on les dépose tous en même temps, on paye 45 €. Enfin, je sais plus, bref. Il y a une histoire comme ça. Mais maintenant, j'ai le numéro d'une fille là, de l'INPI qui est vraiment trop bien. Et du coup, elle m'aide. Et ils sont adorables en fait. C'est juste qu'il faut les appeler. Et tu sais pas qu'il faut forcément les appeler vu que toutes non, les démarches sont en ligne. Tu te dis, mais en fait, c'est vraiment pas logique. Enfin, c'est des trucs. Même moi, je reçois des courriers. La dernière fois, je l'ai appelé. Je lui ai dit, je comprends pas, ça a l'air négatif, mais c'est plus positif. Et elle me dit, oui, c'est ça. En fait, c'est marqué j'ai le regret. Et en fait, c'est positif pour moi. Donc, c'est pas très logique quoi. D'accord. Faire attention aux communications avec l'INPI. Ouais, non, c'est ça. C'est des termes assez compliqués qui... bref. Donc pour l'instant, tu te crées pas en entreprise, mais tu déposes... Je dépose ma marque, je me mets en auto-entrepreneur. Ouais. Je vends des t-shirts. Ouais. Et voilà. Et après, je monte ma marque. Mais tu te crées un e-shop pour vendre tes t-shirts ou non ? Ouais. Ouais. Non, oui, je crée un e-shop. Je trouve un mec à Rennes qui imprime des t-shirts, etc. Ah, made in Bretagne. Ouais. Enfin, c'est pas made in Bretagne, mais c'est imprimé en Bretagne. Imprimé en Bretagne. Et voilà, et du coup, on fait ça. Et en fait, donc ça avance. Et en novembre, du coup, on crée vraiment l'entreprise. Donc, novembre 2020 ?
Ouais. Ouais. On s'associe avec mon copain, donc à 70-30. Et C'était logique de s'associer avec lui Est-ce que c'est une bonne idée de s'associer avec son amoureux? C'est une très bonne question. Ouais. Moi, en fait, vu que mes parents ont fait ça, mes grands-parents avaient fait ça, enfin, c'est pas Ah du oui, tout quelque chose qui tu viens d'une grande tradition d'entrepreneurs. Tes grands-parents, ils faisaient quoi? Ils faisaient des goodies, en gros. Enfin, ils donnaient au restaurant des D'accord. allumettes, des machins, des trucs comme ça. Et ouais, non, du coup, ça me choquait pas spécialement. Et en plus, en fait, lui, il bossait et puis il voulait absolument monter un truc. Et puis il trouvait le projet très cool. Et puis, enfin voilà, toute une somme de trucs qui font que, en fait. Bah, allons-y, quoi. Allons-y. Et puis, de toute manière, quitte à. Enfin, je pense que, ouais, quand on monte une boîte, on est tellement à fond que c'est pas plus mal que l'autre y soit aussi. Comme Ouais. ça, Enfin, ça, c'est avantageeux. On a une communauté d'intérêts dans le couple, quoi. Ouais, entre voilà. vous, vous êtes sur le même. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et du coup, novembre, on monte ça. Et en mi-janvier, on lance la campagne Ulule. Donc. Pourquoi Ulule? Parce que, en fait, déjà, on a besoin de fonds pour fabriquer. Ouais. Parce qu'on n'a pas d'argent pour fabriquer des pièces. Ouais. Donc voilà. Et parce qu'on sait que, en fait, ça va être hyper utile pour faire parler de nous. Parce qu'on ne peut pas faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, du Parce coup, que on a c'est besoin... un objet Ouais. pour le plaisir sexuel? Ouais. D'accord, donc tout ce qui est pub, c'est banni. C'est banni. Comme l'alcool. L'alcool, c'est aussi interdit, non? L'alcool sur les C'est réseaux sociaux, encadré, je sais pas. Je sais plus si c'est banni. Je crois pas. Je sais pas. Et en tout cas, ce qui est sexe, c'est pas ok. Alors, c'est pas ok pour les femmes. Mais si tu vends du Viagra, tu peux. Tout va bien. Tout va bien, tout est normal. Voilà. Ok. Donc voilà. Et donc du coup, on se dit, bon bah voilà, campagne Ulule, ça va faire parler de nous. Et puis moi, j'ai vraiment harcelé tous les médias, etc. Avant de lancer, pendant le lancement, etc. C'est-à-dire, t'as pris, je sais pas, t'as fait une recherche de tous les médias féminins, etc. pour leur envoyer. En vrai, c'est quand même assez long à faire parce qu'il faut vraiment trouver énormément de noms, d'adresses mail, de machin, de trucs. Les trouver sur Instagram, les trouver nanan. Comment tu procèdes? Tu vois, c'est les réseaux sociaux, LinkedIn. LinkedIn, c'est une mine d'informations. Ouais. Moi, je sais pour contacter les gens que j'ai envie d'interviewer, etc. Ouais. Je harcèle, je stalk. Ouais, non, mais c'est ça, mais ça marche vachement bien. Ouais. Je suis là, je suis gentille, s'il vous plaît. Ouais. Répondez-moi. Non, mais ça marche trop bien. Et ça a bien marché parce que tu as eu une couverture presse. C'est vrai qu'on tape ton nom dans Google, tu as une couverture presse. Ouais. Puis alors, c'est avec tous les médias bretons qui sont hyper contents que tu sois bretonne. La Vantaise, Marie Comac. Ouais. Ah ouais. Il faut sortir les drapeaux, tu sais. Non, mais grave. Mais tu sais que le Ouest France, ils ont publié le premier article. Donc, le journaliste m'avait dit, surtout, tu me dis, quand tu atteins un certain palier, on republiera un truc. Ouais. C'est ce qu'ils avaient fait pour une autre campagne. Et à un moment, j'avais oublié, puis je la rappelle et je lui dis, ah, mais tiens, on est à 1000% et tout. Elle me fait, non, mais en fait, j'ai galéré à faire passer ton article, parce que ça parle de vibromasseur et que voilà. Et donc, du coup, on veut pas republier, on republiera quand ce sera terminé. Je lui ai dit, ok, d'accord. Donc, tu vois, il y a un vrai problème. Parce que c'est bon thème, mais en même temps, c'est des vibros, donc non, quoi. Parce qu'en plus, les articles, il n'y a rien de... Bah ouais. C'est juste le mot. En fait, j'ai l'impression que les gens ont peur d'un mot, genre le mot vibromasseur, tu sais, alors que en fait, il n'y a rien, quoi. Ouais. Non, mais c'est vraiment. En gros, c'est oui, on veut détabouiser le plaisir féminin et puis connaissez-vous vous-même. Et en fait, c'est tout, quoi. Ouais, à aucun moment, il y a une communication avec un mode d'emploi, enfin, tu sais, détaillé, des photos et des. Enfin, il n'y a rien de pornographique, en fait. C'est juste un mot, quoi. Ouais. Ok, bon, campagne Ulule. Et Ulule, en fait, c'est. J'ai un autre invité qui va passer la semaine avant toi, qui fait toutes ces campagnes sur Ulule. C'est pour ça que je vous mets les deux Ulule les uns à la suite de l'autre. Voilà. Pourquoi Ulule t'aurais pu faire sur une autre plateforme, non? Ou c'était eux parce que... non, Ulule parce que c'est ce que je connais le plus. Ouais. Et je crois qu'on avait demandé en plus à Kiss Kiss, mais ils voulaient pas parce que c'était du sexe. Mais je suis pas sûre à 100%. D'accord. Mais non, mais Ulule, en fait, Ulule, ils ont un avantage sur Kiss Kiss, c'est que... Enfin, déjà, Kiss Kiss, c'est plus pour les artistes, je crois. D'accord. Et Ulule, ils ont une newsletter avec je sais pas combien d'abonnés, mais c'est un nombre vraiment très très important. Du coup, ce qui fait que si on passe dans la newsletter... on fait vraiment pas mal de ventes. D'accord. Donc c'est hyper... Et c'est facile, toi, pour monter la campagne Ulule c'est quelque chose d'assez simple ou...
Bah, en fait, il faut faire toute une... Nous, on s'est fait accompagner pour ça. D'accord. Parce que j'ai vraiment hésité, mais en fait, je me suis dit, bah, comme ça, je mets toutes les chances de mon côté, entre guillemets. D'accord. Mais tous ces fonds, parce que tu sais, tu te fais accompagner par la personne, par exemple, à la communication dont tu parlais tout à l'heure. Bah là, pour monter la campagne Ulule, pour trouver les fournisseurs, c'est toi, etc. Mais où est-ce que tu trouves l'argent ? Bah là, on avait... En gros, nous, on a fait, tu vois, avec les histoires de t-shirts, etc., ça nous permettait, par exemple, la communication, j'avais vraiment pas payé cher parce que c'était une pote, que c'était le début, que, enfin voilà, c'était que des choses comme ça. Je me suis toujours débrouillée pour avoir des trucs qui soient vraiment pas très chers. Et justement, ce truc-là du gars qui nous accompagne, il y avait un frais fixe au départ, plus un pourcentage sur la campagne. Nous, on lui a dit qu'on n'avait pas d'argent, et du coup, il a... Enfin, je sais plus comment on s'est débrouillé, mais en gros, on l'a payé, mais on l'a payé un peu plus tard. Enfin, c'est que des trucs comme ça, on s'est vraiment débrouillé à chaque fois. Ok. Et autrement, on avait un peu de... Justement, nous, on avait voulu faire un prêt à la banque, mais ça a été refusé. Enfin, ça a été accepté, mais 4 mois plus tard, je sais plus ce qui s'était passé. Enfin, c'était tout un truc, voilà. Ouais. Et ouais, non, du coup, on était toujours un peu en mode débrouille. Et après, non, moi, j'ai quand même touché un peu d'argent de ma grand-mère. Ouais. Donc ça, c'était cool. Ça arrivait vraiment au bon moment, quoi. Ok, donc de l'investissement, de la personnel, de la débrouille. Ouais. Et donc, tu lances cette campagne Ulule. Et ça se passe bien. Ouais. Ah, ça se passe très, très bien. Ouais. Dès le début ou au début, tu sais, t'es avec le stress un peu de voir... si ça marche, enfin, je sais pas, tu passes directement dans la newsletter ou comment ça se passe ? On passe au bout de 2-3 semaines, je crois, dans la newsletter. Ça dure combien de temps, une campagne Ulule ? 1 mois. Ah ouais, c'est hyper... ouais. Ça dure 1 mois, et nous, après, on a prolongé parce que notre site était pas prêt. D'accord. Ça n'était pas très bien organisé. Les coulisses, merde, c'est pas prêt. Ouais, c'est vraiment pas prêt du tout. Donc, du coup, on a prolongé. Mais au final, c'est cool parce qu'on a prolongé et ça a fait... On vendait quand même vachement, même après. Et j'ai oublié la question. Oui, non, du coup, bah non, au début, on était contents parce qu'en gros, l'idée pour les campagnes Ulule, c'est de récupérer des adresses mail avant. Et comme ça, directement, ça vend pas mal. Et donc, nous, on était, je sais pas, à 300 ventes dès le début. Donc, on était c'est pas mal. Et t'en fallait combien pour... Alors, pour de vrai, il m'en fallait 700. Ok. Là, on avait mis 100 parce que généralement, ils disent mettez 100, comme ça, ça fait des paliers. Enfin, les gens sont contents, donc on avait mis ça. Mais en vrai, nous, il nous en fallait 700. Et en fait, il y a quand même tout un moment où ça stagne et où il se passe pas grand-chose. Et donc là, on avait un peu peur. Et puis en fait, après, je sais pas, c'est parti. Et... Enfin, c'est vraiment parti. C'est dû à quoi, tu penses ? Bah, je pense que c'est le... Enfin, d'un coup, il y avait quand même pas mal de médias. Il y avait la newsletter qui a fait que ça a vraiment fait un énorme boom. Il y a notamment, par exemple, tu vois, on a eu, je sais pas, quelques phrases dans Le Monde. Ouais. Et ça a vraiment été incroyable. Comment t'as fait Le Monde bah, j'ai contacté Maya Mazoret. Alors, c'est toute une histoire parce que je l'avais contactée, qu'elle m'avait dit, bah non, machin. Et en fait, je lui ai renvoyé un message derrière parce qu'une amie de ma mère lui avait envoyé ses vœux par la poste avec un article de Maya Mazoret du Ouest France, justement, en disant votre fille devrait contacter cette personne, je suis sûre que ce serait bénéfique pour son projet. Et c'était vachement mignon. Et du coup, j'avais pris ça en photo et j'avais envoyé à Maya sur Instagram en disant un petit clin d'œil parce que tout le monde m'a dit de te contacter. Et enfin voilà. Et du coup, elle m'a dit bah écoute, je vais mettre quelques mots dans mon prochain article, etc. Donc adorable. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'était vraiment un article réservé aux éditions abonnées. Donc ça veut dire que tu n'y as pas accès si tu n'es pas abonné. Et en fait, malgré ça, ça a été hyper utile, quoi. D'accord. Donc, trop chouette. Puis il y a eu la vidéo aussi. Il y a eu une super vidéo qui a été publiée. Alors, comment ça s'est passé ? Enfin, moi, je trouve cette vidéo, je te l'ai dit, c'est la première chose que je t'ai dit quand je t'ai vue. Il y a une vidéo de promotion de Coco, absolument magnifique. On a l'impression que c'est vraiment tourné, enfin c'est tourné vraiment de façon pro. C'est quoi l'histoire derrière ça ? Parce que j'imagine que c'est pas gratuit, ça non plus. Et non, ça, c'est pas gratuit. Et en fait, on a fait le choix... Parce qu'en fait, donc sur Ulule, c'est généralement des vidéos un peu artisanales, on va dire, où enfin, voilà, on dit bah voilà, je m'appelle Marie, machin, soutenez-moi parce que ceci, cela. Et en fait, on s'est dit, si on fait ça, le problème, c'est que ça peut pas être trop artisanal parce que ça reste des vibromasseurs. Donc, c'est quelque chose qui potentiellement va pénétrer les gens. On peut pas faire un truc qui soit un peu fait à la va-vite. Qui donnerait pas confiance dans le produit. Donc, du coup, on s'est dit ça. Et en fait, un jour, je bois un café avec Elsa Wolinski à Paris. Et parce que Elsa Wolinski, donc, est la marraine
C'est ça. De Coco. Ambassadrice de Coco, ouais. Ambassadrice de Coco. Et donc je bois un café avec elle, et puis là elle croise une personne, elle discute. Et en fait cette personne s'avère être une fille qui fait des vidéos mais à un très haut niveau, enfin qui fait vraiment pour les marques, etc. Donc moi je me rends pas compte, je lui dis tiens moi j'aimerais trop, enfin j'ai besoin de faire une vidéo, etc. Machin. Et puis elle me dit bah ouais on en discute, et donc l'après-midi je la vois et je lui dis ah oui, et en fait après elle part et puis Elsa elle me dit mais tu sais qui c'est, parce que enfin bref du coup c'est une fille qui fait des super vidéos quoi, et donc du coup l'après-midi je la vois et je lui dis bah voilà moi j'ai pas beaucoup de budget. Elle s'appelle comment? Par contre, elle s'appelle Jane Ferreira. D'accord. En fait c'est l'associée d'un studio, du studio Maurice. D'accord. Et studio Maurice c'est Marie Papillon. Je sais pas si tu vois. D'accord, oui. Ouais. Voilà. Ah oui. D'accord, oui. Donc en fait elles ont toutes les deux enfin je sais pas comment ça se passe mais bref elles sont associées là-dessus, et du coup je la vois l'après-midi et je dis bah voilà moi j'ai besoin de faire une vidéo machin, et là elle était mais emballée, et, mais c'est trop bien machin, enfin elle est adorable cette fille. Et donc du coup elle m'a trouvé deux filles pour faire une vidéo, enfin voilà, après forcément ça a quand même été un peu, enfin ça a été un budget, hein, ah oui bien sûr, elle me l'a pas fait gratos, mais ça a été bon, voilà, c'était pas si cher, et franchement on s'est dit que c'était vachement important, enfin de toute manière il faut faire des choix pour la campagne, c'est sûr, et ce point là on s'est dit c'était vachement important d'avoir vraiment un truc pro qu'on puisse réutiliser derrière, et voilà. Et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on a eu plein de retours positifs justement sur cette... elle est super belle, elle est cool. rythmée, enlevée, l'empowerment est vraiment bien montré, mais tu sais, sans en faire trop, genre la féministe, c'est un peu... Parce que c'est beaucoup de choses aussi quand tu parles de ces sujets-là qui tournent autour de la femme, de l'empowerment, etc. Souvent, tu vois, c'est pris du mauvais côté du féminisme, un peu trop agressif, un peu, tu sais, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en fait et qui défavorisent, je trouve, le combat, à mon humble avis. Et là, c'est classe, fluide, c'est cool, c'est fluide, et puis la qualité, enfin, tu vois la vidéo, voilà, tu vois qu'il y a de la qualité, etc. Donc, voilà. Donc, cette vidéo, et donc la campagne se finit, sur combien de cocos vendus? Et du coup, la campagne se finit sur 2600 cocos vendus. Ah oui, on est loin des 700. Eh ben ouais. C'est plutôt 700. Pas mal. C'est trop cool. Ah oui, non, c'était vraiment trop bien. C'est trop bien. Et après, en plus, on a sorti un site en attendant la livraison des premiers produits, en fait. Ouais. Parce qu'il se passe combien de temps entre la fin de la campagne Ulule, parce que donc tu récupères de l'argent donc pour commencer à produire les cocos, donc qu'est-ce qui se passe en fait entre la fin de la campagne et le moment où la première personne reçoit son premier coco? Qu'est-ce qui se passe déjà il se passe combien de temps, et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là en fait? Et ben il se passe combien de temps? En gros mi-juin il y a eu les premières livraisons, et nous on a arrêté la campagne, on l'a arrêté, enfin on l'a arrêté mi-mars. Parce que du coup, on a fait des prolongations parce que notre site internet n'était pas sorti. Ouais. Et donc après, il se passe quoi? Il se passe justement donc, la mise en place du nouveau site. Parce qu'on avait un premier site, mais qui était un peu pas terrible. Donc du coup, mise en place du nouveau site. Et puis après, nous, on a continué à bosser, à chercher... on avait commencé à chercher un peu des concept stores. On a surtout créé des partenariats. Je sais pas si tu as vu, dernièrement, on a fait un partenariat avec Blissim. Blissim, ex-Birchbox. Exactement. Qui est redevenu Blissim parce que c'est son... Ça serait intéressant à vie si vous voulez venir au micro de Slice. Parce que ça a été racheté. Ouais, je crois qu'ils ont été rachetés. Ouais, voilà. En fait, à la base, c'était une boîte française qui a été vendue à Birchbox. Et c'est les cofondateurs de base qui ont racheté leur boîte aux Américains. Enfin, un truc, c'est une histoire aussi... c'est génial. Et donc, ils font des box de produits beauté qu'on reçoit par abonnement tous les mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, tu as fait une collaboration là, dernièrement, c'était le mois de juillet, ouais, c'est ça. Où c'est toi qui as fait la sélection des produits? Alors, c'est pas moi qui ai fait la sélection des produits, mais en fait, c'est du coup 3000 box, c'est en édition limitée, donc ça, c'est pas quelque chose que les gens reçoivent automatiquement. D'accord. C'est quelque chose que les gens achètent, enfin une box que les gens achètent. Et du coup, stock épuisé, etc. Donc ça a vachement bien marché, donc on était très contents. Et plus, c'était à tes couleurs, ou qu'est-ce que était le principe de la collaboration? C'était pas à mes couleurs, mais ça s'appelait Plaisir libéré par Puissante. Parce que c'était le produit qui était le plus cher dans la boîte. D'accord. Du coup, c'était par Puissante.
Donc très chouette, et enfin surtout ça nous a fait quand même pas mal de com parce que Ils ont reçu Coco énorme. Non, c'est pas Coco. Hein. Non, c'est d'accord. Autre. Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'était un autre. Et d'ailleurs, pour l'histoire, c'est vraiment très chouette parce qu'en fait, nous, quand on pitchait auprès des banques, on disait, bah voilà, on fera des partenariats avec Blissim, Paulette et je sais plus quelle autre marque. Et donc, devant les banquiers, on était en mode l'année prochaine, mais dans ma tête, moi, je me disais dans 3 ans, quoi. Et en fait, c'est arrivé hyper rapidement, quoi. Incroyable. C'est génial. Improbable. Non, mais en plus, je trouve que dans la démarche entrepreneuriale, quand tu montes un projet, souvent, moi, c'est ce que je vois par exemple avec Slice, souvent, je me dis, c'est un peu nul ce que je fais, tu vois. Bah, et donc, je contacte des gens, et les gens se disent, ah, c'est trop bien, et tout ça, et moi, je suis là, ah bon, t'es sûre? Oui. Ah, donc ça doit être pas trop mal, mais je trouve que c'est hyper. Enfin, moi, je sais que c'est important pour moi d'avoir le retour de mes invités à chaque fois, parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas. Donc voilà, mais c'est cool d'avoir un retour aussi, tu sais, les gens qui viennent te chercher, ça fait plaisir. Et puis surtout quand tu as le retour de marques que tu visais ou de personnes que tu visais qui disent ouais, je veux bien participer. Là, ah, trop bien. C'est clair. Donc du coup, quand la campagne Ulule se finit, donc toi tu cherches donc les partenariats, tu bosses avec Blissim, et en attendant en Chine, ils fabriquent Coco. Ouais, exactement. Et du coup, quand ils ont fini, ils te les ont envoyés à toi. Comment tu fais toi pour livrer à tes clients? Est-ce que tu as un hangar à Vannes à coller à ta maison? Mon père m'avait dit super, on aura le garage rempli de vibros. C'est ça. Trop bien. Logisticien. Et non, on a fait appel à une boîte de logistique qui gère tout ça. D'accord. C'était facile à trouver ou tu... Alors, c'était facile à trouver, mais c'était un très mauvais choix, donc là on change. D'accord. Donc, ouais, il faut faire vraiment... Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui montent des boîtes, mais il faut vraiment faire gaffe parce que nous, ça a été vraiment critique, quoi. Ah ouais? Ça nous a pris un temps, mais monstrueux, de gérer toutes les erreurs et tout. Des erreurs de quoi? De livraison? De livraison, de colis qui sont livrés en double, en triple, enfin plein de trucs, quoi. Il nous est arrivé mais plein de trucs. Et puis pour l'image de la boîte, si les gens, tu sais, si ça arrive chez des gens qui sont un peu énervés, qui mettent des commentaires, parce que toi t'es majoritairement sur les réseaux sociaux, donc forcément ce qui va ressortir sur les réseaux sociaux va avoir un impact. Et si t'as des gens un petit peu énervés, alors que c'est pas de ta faute en fait, toi tu payes quelqu'un qui est censé faire le travail. Exactement. Donc tu peux pas vraiment... Exactement. C'est chaud, ouais. Ouais, non, franchement, moi, je les déteste. Je suis vraiment très énervée. Non, mais c'est vraiment hyper énervant. Et donc là, du coup, on change, donc c'est cool. Enfin, j'espère que ça va être mieux, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Comme ils étaient nuls, on peut difficilement faire pire. Non, mais c'est clair, ça fait apprendre aussi. Ouais, non, mais parfaitement. C'est clair, ça fait vraiment apprendre et ça... Enfin, oui, c'est ça. Ça fait vraiment apprendre. Mais non, du coup, donc c'est pas du tout nous qui gérons ça. Il y a quelqu'un qui s'en occupe pour nous. Et alors même si on gérait pas du tout ça, donc du coup on gérait quand même vachement, ça nous prenait, je sais pas, 3-4 heures par jour je pense de faire tout leur... Donc très mauvais choix, mais voilà. Ok. Et je sais plus quel était le reste de la question. Le reste de la question, donc au-delà de ça, non, j'allais t'en poser une autre de toute façon. Okay, parfait. Et donc parle-nous de la collaboration aussi avec les concept stores. Je crois que Coco maintenant est vendu en magasin, dans 3 magasins. Ouais, tout à fait. Donc il y en a un à Québec. Ouais. Voilà, et... Il y a Henriette H à Paris. Ouais. Et il y en a un à Strasbourg. D'accord. Ouais. Ok, comment ça s'est fait? Comment t'as rencontré les personnes qui gèrent... Et bah, pareil, Henriette H, incroyable. Moi, j'aime beaucoup cette marque. Ouais. Je trouve que c'est très sympa ce qu'elle fait. Et en fait, j'étais déjà passée la voir il y a 3 ans. Et j'avais pas osé lui parler de mon projet, je me souviens. J'étais allée essayer des trucs et j'étais là, est-ce que je lui dis ou je lui dis pas? Elle m'impressionnait un peu, cette fille. C'est Sarah, la fondatrice. Et donc j'en avais pas parlé, et là je me dis il faut absolument qu'on contacte dans les tâches, mais moi j'ai un peu peur de contacter les gens, franchement, j'aime pas trop. Ça va pas mieux depuis que t'as ton projet? Ouais, c'est ça. Maintenant un peu mieux, mais au début de mon projet j'aimais pas, par exemple. Nous on avait une stagiaire qui nous aidait, et c'était elle qui envoyait les mails, elle signait la Camille, enfin elle signait elle. Et moi j'avais trop peur qu'on me dise non mais c'est trop nul, non mais je sais pas quoi, enfin j'étais pas à l'aise. Moi je trouve que quand tu te lances vraiment dans ton projet et que tu essayes de le faire marcher, moi je suis quelqu'un de vraiment très timide. Ouais. Et en fin de compte, quand j'ai lancé Slice, je me suis dit
Bah, en fait, ça marchera pas si j'ose pas parler aux gens. Ouais, bah oui. Vu que c'est du podcast, Mais... c'est un peu con. Ouais. Et je trouve ça hyper libérateur. Ouais. C'est-à-dire que j'ai envie de faire marcher mon truc. De toute façon, j'ai pas le choix, il me faut cette personne. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que cette personne va m'aider. Ou tu sais, quand je cherche un contact et que je sais qu'il faut passer par telle personne pour avoir ce contact, de toute façon, j'ai pas le choix. Et en fait, j'y vais tête baissée. Et si on me dit non, bah, c'est pas grave. On me dit non, bah merci beaucoup. Et tu sais, je vais manger mes. Ravaler mes pleurs, non, c'est fou. Non, mais oui, c'est clair. Et je trouve ça hyper libérateur en fin de compte quand t'as ton projet et qu'il faut, dans tous les cas, il faut y aller. Ouais. Et du coup, t'as osé parler. Mais du coup, non, pas du tout. J'ai pas osé parce que j'ai toujours pas envoyé toujours message. Non. Non, parce que c'est. Non. Et en fait, je m'étais dit, je le fais la semaine prochaine. Mais tu vois, je faisais que de reporter et puis là, je m'étais toujours dit, la je le fais la semaine prochaine. Et en fait, qu'est-ce qui m'arrive vendredi? Tac, je reçois un message vocal de Henriette H, quoi. Enfin, de Sarah, du coup. Qui me dit, bah voilà, j'ai trouvé votre marque, machin, est-ce qu'on peut discuter Donc, trop bien, quoi. Non, mais ouais, vraiment le truc. Il y a des trucs comme ça qui nous arrivent, c'est incroyable. Franchement, c'est trop cool. Et donc, du coup, Henriette H. Après, Québec, je crois que c'est quelqu'un qui nous a contactés. Après, ça, je t'avoue que c'est mon copain qui s'occupe de la distribution. Donc, je suis pas tout ce qui se passe exactement. Mais ouais. C'est une boîte à Québec qui nous revend. Et ils sont situés... Oh, tu sais pas où ils sont situés? J'en ai aucune idée. Parce que moi, j'ai vécu pendant 7 ans à Québec. Donc, C'est vrai? Ah oui? Trop bien. Moi, j'ai fait toutes mes études à l'Université Laval. Pyramide Sainte-Foy, bonjour. Et puis après, j'ai commencé ma carrière à Ottawa. D'accord. Donc, au Parlement fédéral. Donc, je connais un petit peu. Et puis, j'ai toujours des attaches amicales et tout ça à Québec. Donc, puis j'ai des amis qui sont à Québec là, en ce moment, si vous voulez aller vous faire plaisir. Ouais, c'est clair, carrément. Mais je mettrai tous les détails, si tu veux, des boutiques dans l'article qui te sera consacré. Comme ça, voilà, on pourra dévoiler le nom de la boutique à Québec pour mes amis. Exactement. Pour aller découvrir Coco. Et à Strasbourg? Et à Strasbourg, je pense que c'est le... Mais j'ai peur de dire une bêtise, tu comprends? Je pense que c'est le Love Store des boutonnets, mais je suis pas sûre. Mais je pense que c'est ça. D'accord. Donc c'est un Love Store. En fait, c'est un... si je dis pas de bêtises, c'est une boutique qui a été montée par une fille et sa mère. Et elles ont monté ça. Ouais, c'est assez improbable. C'est vraiment sympa comme... Enfin, moi, je trouve ça très rigolo. Ouais. Et du coup, c'est un Love Store, quoi. Donc c'est différents produits. Et voilà. Et donc Coco. Et tu prévois de le proposer dans d'autres magasins? Parce que j'ai vu sur ton site qu'en fin de compte, c'était pas... il y aurait pas forcément de vente... Enfin, il fallait du conseil pour acheter Coco, non? Bah, en fait, le truc, c'est que on se dit que c'est 119 €. Donc, effectivement, il vaut mieux avoir quelqu'un qui explique un peu comment ça marche. Parce qu'on va pas mettre 119 € comme ça d'un coup sur un truc qu'on trouve comme ça. Enfin, voilà. Sur Amazon Ouais. Enfin, si, à la limite, pourquoi pas sur Amazon, parce qu'il y a plein d'avis clients, mais je sais pas, si tu rentres dans une boutique et que tu vois un truc à 119 €, est-ce que tu l'achètes directement sans savoir qui c'est, pourquoi, etc. Je sais pas trop. Mais on contacte vachement, justement, en ce moment, on fait ça, de contacter énormément de concept stores pour montrer, en fait, qu'on peut vendre ça comme on peut vendre autre chose et que ça fait partie des choses normales. Et que, de la vie, Exactement. D'accord. Pour être vraiment raccord avec notre message. Et c'est aussi pour ça qu'on est très content d'être en vente sur Blissim, justement, parce que Blissim, c'est quand même que des cosmétiques ou des... Enfin, voilà, c'est du bien-être, quoi, en fait. C'est beauté bien-être. Et on est la première marque à être vendue, de Vibro, à être vendue sur la plateforme. Et c'est trop cool parce que ça montre qu'enfin les gens se rendent compte que ça fait partie du beauté bien-être, quoi. De la vie, de la santé même des femmes, etc. Okay. Il y a d'autres boutiques là en ce moment qui s'intéressent. Là, t'as des choses. J'ai toujours cette question à un moment dans l'interview, genre il y a quoi comme projet là qui vont sortir bientôt dont tu peux parler, ou peut-être qu'il y a des choses qui sont en préparation. Bah il y a d'autres boutiques qui vont sortir bientôt. Ouais. Les devis sont en cours et les livraisons sont en cours. Ouais. Qu'est-ce qui va nous arriver sinon En fait, c'est pas trop des choses dont je peux parler du coup. Ah, mince. Ouais. C'est pas... Non. D'autres vibros ? D'autres vibros, ouais, pas tout de suite. On va faire un lubrifiant. D'accord, ouais. Made in France, naturel, etc. Donc là, je suis en train de voir justement au niveau des packaging, etc. Ça, c'est un peu la question que je me pose en ce moment.
Genre éco-friendly, est-ce que tu as cette conception aussi ou... Bah ouais, l'idée ce serait de faire le truc le mieux... Enfin, le plus joli et puis le plus... propre possible. Possible. Donc c'est un peu la question du moment. Est-ce qu'on le fait en verre ou pas? Parce qu'en même temps, c'est un lubrifiant, alors je sais pas trop. Enfin, c'est un peu les questions du moment. Il y a encore plein de brainstorming. Ouais, exactement. Et voilà. Et sinon, pourquoi pas des pulls? En fait, je suis en train de me dire, j'aimerais bien vendre des pulls avec juste un petit puissante. Ouais. Parce que je trouve ça cool d'avoir des pulls déjà. Enfin, des sweats. Ouais. Ouais. Et ça reviendrait un peu à ce qu'on faisait au début, c'est-à-dire de vendre des t-shirts et de dire qu'en fait, on peut vendre un t-shirt comme un vibro et que ça n'a pas de différence. Ouais. Et en plus, vu qu'on a quand même réussi à créer une marque assez forte, entre guillemets, je me dis que ça pourrait peut-être marcher. Enfin, moi, personnellement, à titre personnel, je serais trop contente d'avoir un pull puissante. Forcément, c'est normal. Tu sais, un sweat avec un jogging, tu vois, genre pour être bien cocooning. Ouais, voilà. C'est un peu à l'américaine, c'est très américain, ça, de vivre dans ses sweats, etc. Tu sais, avec un revers coton, etc. Moi, où t'es au chaud, t'es cocooning, et puis voilà, un peu molletonné, là. Ça, c'est trop bien. Ouais. Et un truc vraiment hyper passe-partout. Ouais, hyper loose. Si tu connais pas puissante, tu connais pas et c'est pas grave. Bon, pas forcément, vous n'êtes pas obligé de mettre vos hugs avec. N'allons pas dans le cliché totalement. C'est clair. Ok, on n'en a pas parlé, mais comment se fait ta rencontre avec Station F? Et ben, ma rencontre avec Station F, c'est en novembre. Donc avant de lancer la campagne Ulule, il y a Marine Wetzel de Station F qui me contacte et qui me dit bah voilà, on cherche, on va peut-être faire un programme qui s'appelle Femtech. Ouais. Et Sextech. Et du coup, toi, quels seraient tes besoins Enfin voilà, si tu entrais chez Station F, quels seraient tes besoins au niveau de la Sextech, etc. Et donc du coup, Et comment elle t'a trouvé? Aussi par les... Bah, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé de moi. Mais en fait, c'est hyper petit, donc on se connaît tous. Ah ouais? Enfin, moi, Les stations F de Vannes ou station F Non, station F de Paris, mais la Sextech. Ah oui, la Sextech, d'accord. La Sextech. Ouais, okay. C'est tout petit. C'est tout petit, ouais. Donc on connaît... Enfin, chacun connaît... Comme la défense. C'est petit, quand même. Non, donc du coup, elle a eu mon contact par quelqu'un d'autre et donc voilà, elle m'a demandé et donc du coup après j'ai dit bah, si vous l'ouvrez, moi je serais partante parce que ça a l'air sympa, etc. Et en fait c'était vraiment très sympa, c'était 3 mois. Ouais. Du coup c'était la Femtech, donc il y avait il y avait pas mal de sujets différents, de projets différents, mais ce qui était vraiment bien c'était qu'il y avait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines des gens qui étaient invités à parler justement de leurs projets, etc. Et on a eu la chance par exemple d'avoir Laura Di Carlo, je sais pas si tu connais, mais c'est une énorme boîte aux États-Unis. C'est elle qui avait présenté un vibro au CES de Las Vegas et qui finalement avait été son prix avait été annulé parce que c'était un vibromasseur, enfin c'était un sextoy. Je sais pas si t'as entendu parler. Ah non, pas du tout. 2019. Bah, ça avait fait un beaucoup. Elle avait eu un prix qui lui a été retiré par... Ouais. Ah, très bien. Ouais. Donc du coup ça a été, tu vois, levé de bouclier, machin, nana. Et ce qui a finalement, enfin, lui a servi dans le sens bien sûr, ça fait une pub monstrueuse. Ouais. Et voilà. Donc c'était hyper intéressant. Et puis pas mal d'autres personnes comme ça qui, enfin voilà, super intéressant. Et ça, c'était très chouette. Et après, moi, je suis partie parce qu'en fait, Station F, c'est pas un incubateur dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui nous accompagne. Ok. C'est vraiment un coworking et un accès à tout le réseau et normalement en temps normal plein d'événements, mais vu que c'est Covid, il y en a pas. Enfin, il y en a moins. Enfin, c'est en ligne, quoi. Donc il y a moins le truc, voilà. Ouais. Et moi, je vais quand même très rarement à Paris, donc ça me servait pas à grand chose de payer chaque mois pour. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé pour les financements? Parce que j'ai lu dans certaines interviews, donc tu en as parlé, tu as essayé de faire un prêt, etc. Et tu as parlé aussi de tes recherches auprès de la BPI, qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément... Chaude non. Et en fait, moi, je devrais pas dire ça parce que c'est pas vrai, parce que j'ai pas été jusqu'au bout du tout. D'accord. Mais j'ai demandé aux gens qui t'aident à faire les trucs avec la BPI. Les démarches, ouais. Et c'est hyper long, les démarches avec la BPI. Donc moi, je lui ai demandé, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ou tu crois qu'on va l'avoir ou pas, en fait? C'était un peu ça la question. Et lui, il accompagnait dans le projet et il m'a dit, franchement, je suis vraiment pas sûre. Il y avait ça. Et il y avait une autre personne qui a une boîte de lubrifiant qui a voulu faire justement un prêt à la BPI et on lui a dit non parce que c'était sexo. Et il y a Marine Wetzel de Station F qui avait dit dans un article de Madines que de toute manière, à partir du moment où on était dans la sphère sexo et qu'on allait voir la BPI, c'était négatif. Donc
avec tous ces aimants-là, je me suis dit, je vais pas perdre un temps je sais pas monstrueux combien de mois, pour finalement qu'on me dise non. Surtout qu'au final, j'ai réussi à faire un prêt à la banque. Sans avoir besoin de... Ouais. Donc autant s'éviter, voilà. Donc attends, je pense qu'on a fait le tour sur... je t'ai pas demandé pourquoi Coco. Mais alors, pourquoi Coco? C'est juste que sur Instagram, on avait demandé aux gens quel nom. Ah, d'accord. Il y a Coco qui est sorti. Ah ouais, c'est comme ça. Les gens Coco, ok. C'était pas le seul Coco nom, Chanel, Coco Rico, mais je sais pas. Non, ok. Non, c'était vraiment... Coco. Il y a quelqu'un qui a dit Coco, c'est bien, c'est petit, ça se retient. J'ai vu que vous étiez en partenariat. Donc Puissante est en partenariat avec une association qui s'appelle les Orchidées Rouges. Et tu reverses en gros 1 euro de chaque vente à cette association qui lutte contre l'excision, les violences faites aux femmes et aux petites filles et contre les mariages forcés en France, enfin en Nouvelle-Aquitaine, en France et également beaucoup en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Est-ce que tu veux nous en parler et surtout de ta rencontre avec Alpotia qui est la créatrice de cette association? Ouais. Et alors en fait moi je voulais donner 1 euro par commande à une association qui luttait contre l'excision parce que j'ai découvert trop tard ce que c'était l'excision. Enfin trop tard, il n'y a pas d'âge. Mais moi j'ai découvert ça, je sais pas, je devais avoir 17 ans et je me disais mais c'est incroyable de découvrir ça aussi tard. Enfin déjà c'est absolument horrible. Et ouais, je trouve que c'est vraiment le truc. Alors il n'y a pas d'échelle de ce qui est pire ou pas pire, ce qu'on peut faire à un être humain, mais je trouve que c'est vraiment un truc absolument affreux. Et donc, tu te souviens dans quel contexte tu as découvert ça ou non? Non, je me souviens plus. Mais j'avais dû entendre le mot, puis chercher sur internet et puis me dire c'est quoi ce délire quoi. Enfin, improbable. Donc voilà. Et donc du coup j'avais contacté Kakosia et ça a été vraiment marrant parce qu'en fait j'ai vu au téléphone et elle m'avait dit mais bien sûr, mais c'est merveilleux, mais oui, il faut se masturber, il faut machin. Ouais, elle est vraiment pire que moi là-dessus. Enfin, elle est vraiment à fond quoi. Et d'ailleurs, votre échange est super cool sur le podcast. Là, elle explique bien tous les tenants et les aboutissants sans jamais... j'aime bien son discours parce qu'elle elle se refuse à dire que c'est barbare, tu vois, enfin à aller... Bien sûr, on peut cette pratique, tout le monde pense que c'est barbare, mais c'est pas de cette façon-là qu'on combattra en rejetant à leur ignominie les gens qui ont cette pratique, parce que c'est tellement profond dans des traditions. C'est ça. Il faut le prendre par d'autres chemins pour lutter contre, et c'est vrai que cet échange est hyper intéressant. Et donc tu la contactes, tu trouves son contact par... Bon, je tape association Excision, puis je tombe sur elle. Et en fait, je suis allée la voir là... Enfin, depuis le podcast, je suis allée la voir. Et c'est vraiment incroyable parce qu'elle est... Mais d'une humeur... Enfin, c'est le genre de gens qui sont tout le temps heureux, qui sont tout le temps en train de se marrer, sourire, machin, nanana. Et elle te parle de ça et elle te dit qu'elle accueille des femmes et que voilà, au bout d'un moment, il faut qu'elle fasse le choix d'aller mieux et que... Enfin, je sais pas, elle a une force de vie qui est complètement incroyable, moi, je trouve. En même temps, je pense que vu ce qu'elle doit entendre tous les jours... Ouais, c'est ça. Si t'es pas dans ce mood, et dans cette... si tu décides pas de voir le positif, tu peux vite... je pense que là, tu sombres, etc. Donc, je recommande vivement aux auditeurs d'aller écouter cet épisode sur Puissante, sur donc l'association et elle présente ce qu'est l'excision, les différents types d'excision, parce qu'il n'y en a pas qu'un, et puis les conséquences sur la vie des femmes, sur leur santé, etc. Donc, sur ton podcast. Ok, donc tu as créé ta boîte il y a 1 an et demi. Ouais. Tout se passe bien. T'as envie d'y rester. Non, c'est une révélation en tant que métier, l'entrepreneuriat, la vie de chef d'entreprise. T'as combien de gens avec qui tu travailles au jour le jour dans ton entreprise? Eh ben, on n'est que 2. Ouais. Oui, non, franchement, moi, je suis vraiment trop contente. Hein. C'est vraiment, je trouve que c'est hyper cool. Que c'est trop bien parce qu'il nous arrive plein de trucs tout le temps. Après, c'est une bonne question. Combien il y a de personnes? Moi, je me dis là que j'aimerais bien... Enfin, en fait, c'est un peu une grande question de savoir si on prend des salariés ou si on prend que des freelances. D'accord.
En même temps, je trouve ça très chouette d'être libre et de pas avoir de locaux. En même temps, je trouverais ça aussi très chouette de prendre des cafés avec des collègues. Enfin, il y a un peu... Et pas que ton mec, Voilà. ton associé mec. Exactement, exactement. Non, mais du coup, c'est un peu un équilibre à trouver. Mais franchement, là, en ce moment, c'est vraiment très, très cool. Et enfin, pour l'instant, on est très bien comme ça, quoi. Ouais, c'est à refaire, tu referais tout pareil ou déjà depuis 1 an et demi, bon, on a parlé des logisticiens, bon bah pas de chance. Ça, Est-ce je que refais déjà pareil. au bout d'1 an et demi, puis avec ce succès, parce que tu sais, il y a des gens qui montent une boîte et 1 an et demi, bah, c'est encore en train de ronronner Ouais. et tu sais, ils ont le succès que plus tard. Mm. Mais là, toi, il y a eu une succession de trucs trop cool qui sont Ouais. arrivés et qui te permettent quand même d'avoir une assise d'une communauté, un produit qui a été lancé avec succès. Est-ce que néanmoins 1 an et demi, au bout d'1 an et demi, si tu fais le bilan, est-ce que tu referais tout pareil ou il y a quand même des choses où tu te dirais ça serait peut-être plus facile si je faisais les choses comme ça? Je sais pas. Non, je pense que je referais à peu près la même chose. Dans le même timing Ouais, bah le timing, c'est sûr qu'il était bon. Non, ouais, je sais pas trop ce que je changerais en vrai. Ouais. Bon, on viendra pendant les 3 ans. Ouais. Non, mais si, il y a forcément des trucs à changer, Ouais. mais comme ça me choque pas. Ouais, ça te vient pas à l'esprit. Apparemment, logisticien, ouais, sinon. Lui, t'as traumatisé. Ouais, ça m'a vraiment traumatisé. Ok, et dans ta vie au jour le jour de chef d'entreprise, déjà, est-ce que toi, vu que vous êtes deux, tu te considères comme une chef d'entreprise? C'est la définition qu'on a d'une chef d'entreprise, tu sais, qui gère tout, tu sais, de l'administratif, bon, les RH moins, à la compta, aux trucs comme ça, où il y a des choses que tu délègues, tu sais, à des prestataires. Bah, moi, je délègue pas mal, dans le sens où j'ai une avocate, un expert comptable. C'était facile de les trouver ou tu t'as fait les pages jaunes Google? Non, Les bah, à pages chaque fois, l'avocate, elle m'avait contactée. Ouais. Et l'expert comptable, c'est marrant, il avait loué notre appartement à Vannes en vacances. Et du coup, il nous a envoyé un message après en disant: mais d'ailleurs, je suis expert comptable si vous voulez pour votre boîte, machin. Donc, trop Cool. simple. Ouais, puis Les très gens viennent sympa. à toi quand même, c'est Ouais. c'est pas mal ça. Ouais, c'est Tu plus attires pratique. les gens un peu de contacts hyper intéressants. Ouais. C'est bien, il faudrait que tu me donnes là. C'est clair. Non, mais Donne-moi ouais, la recette. c'est plutôt pratique. Ouais, Mais, tu m'étonnes. mais sinon, non, ouais, je fais tout de la compta, machin. Alors maintenant, on commence à. Parce qu'en fait, mon associé, du coup, travaillait avant. Donc là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il travaille plus. Enfin, Ouais. du coup, travaille vraiment Dans chez l'entreprise. Puissante. C'est puissant. Mais avant, c'était pas le cas. Donc c'était quand même moi qui faisais un peu tout. Ouais. Et là, maintenant, on essaye un peu de se diviser les trucs. Mais Et comment faut vous se- vous répartissez justement? Bah justement, lui, il est censé s'occuper du développement, Ouais. business développement, quoi. Donc aller chercher tous les concept stores, tout ça. Ok, Parce que moi, j'aime pas trop faire ça. Et moi, je m'occupe de la partie produit plus. d'accord, Donc concevoir le prochain produit, concevoir le lubrifiant, concevoir toutes ces choses-là. d'accord. C'est déjà, t'es déjà en train de bosser là-dessus. Ouais, le lubrifiant, ouais. Ouais. C'est vraiment... Enfin, c'est pas après parce que ça prend des mois, Oui. mais c'est vraiment bien Ça prend avancé. combien de temps d'ailleurs pour créer Coco en tout? Ça a pris combien de temps, toi, d'échanges entre le dessin, les premiers moules, voilà, tout, du moment où tu as commencé jusqu'au produit fini? Ça t'a pris combien de temps de recherche vraiment et d'élaboration? Bah moi, ça m'a pris 1 an, 1 an? mais ça aurait pu me prendre vachement moins longtemps si j'avais directement trouvé le bon fournisseur. Ouais, d'accord. Parce qu'après, une fois qu'on a eu trouvé le bon fournisseur, ça allait quand même assez rapidement, dans le sens où ils sont hyper efficaces. Ouais. Et... Enfin, ouais. Ouais, tu te poses pas de questions quand tu as trouvé la bonne personne. Ok, d'accord. Bah, c'est bien d'être. Est-ce qu'il y a des choses que tu détestes dans ton boulot de chef d'entreprise? Des tâches où vraiment tu t'en passerais, quoi. Bah, la comptabilité. Ah, vraiment? Ouais. Ouais, je trouve que c'est vraiment trop nul. T'as une formation? Mais là, on va changer de... Mais non, mais c'est juste qu'on n'a pas le bon logiciel pour... Enfin, moi, il me faudrait vraiment un truc où je mets au fur et à mesure, et puis Ouais. ça me dit quand je l'ai mis, et parce Ouais. que je suis trop nulle à garder les trucs. Et, enfin, je trouve ça... c'est vraiment pas bien.
Donc ça me fait perdre vachement de temps, mais là on va changer, donc voilà. Donc ça ira mieux. Ouais. D'accord, j'aime bien finir là-dessus parce que c'est bien de travailler. On a besoin de travailler pour gagner des sous et pour vivre. Ouais. Mais il y a aussi la vie à côté. Déjà, est-ce que tu as le temps de faire des choses à côté? Et qu'est-ce que tu aimes faire à côté en dehors de ta vie de chef d'entreprise et de concevoir tous ces produits pour apporter du bonheur? Pour apporter du bonheur aux femmes. Ouais. Alors maintenant j'ai le temps, de Ouais. prendre des week-ends et tout, ça c'est très Ouais. cool, parce que ça faisait quand même longtemps que ça m'était pas arrivé. Et on fait quoi? On voyage pas mal, enfin en ce moment là on voyage pas mal, Ouais, on va pas mal on voir profite. à droite à gauche. Ouais, exactement. On a été profite pas relâchés mal. avant d'être enfermés, peut-être? C'est ça. Donc non, on fait pas mal de trucs, on va voir des potes et de la famille. Ouais. Et sinon, non, comme je te le disais en off, j'ai pas vraiment de passion qui me prennent tous mes... Moi j'aime bien, je sais pas, passer du temps avec les gens. J'aime beaucoup la coinche, s'il faut vraiment dire un truc personnel. Très bien. Ouais, je suis une grande fan de coinche. C'est un peu mon jeu de cartes favori. Ah, ça c'est cool, j'ai joué avec mon cher père, donc Ouais. je comprends. Je faisais des heures à jouer à ça, quoi. Et non, sinon, on fait quoi? On fait du bateau, parce que forcément, on habite à Vannes, mais moi, je suis même pas très forte en bateau. Je sais pas... Enfin, tu vois, je saurais pas sortir seule en bateau. D'accord. Je fais pas spécialement de trucs nautiques ni rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça, là, on va partir en Italie vivre. Parce que il va faire beau et chaud, donc ça sera absolument Mais vivre, Ouais, tu quittes ta Bretagne? ouais. Mais j'y retournerai. Oui. Mais... Ah, tu vas t'installer en Italie? Ouais. Mais Ok. pas pour longtemps. Pour Oui. quelques mois ou quelques années. Ouais. Mais justement pour déjà un peu changer de cadre. Ouais. Et puis là, je me dis, à ce moment-là, tu vois, je ferais sûrement des randos, des trucs, Enfin, je pourrais le faire en Bretagne, mais en fait, le temps joue beaucoup sur mon humeur, je me rends compte. D'accord. Et j'ai hâte. Enfin, je me dis, tu vois, s'il fait tout le temps beau, peut-être que je serais de la plus motivée à faire des choses Ouais. que là en ce moment. Enfin, motivé, t'as quand même monté une boîte avec un produit Ouais, non, mais... plein de succès. Enfin, ça veut dire que tu sais quand même te sortir un peu les... Oui. Non, mais je veux dire, de faire des activités sportives ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et au Ouais. final, tu t'en parlais, tu passes quand même beaucoup de temps avec ton cher et tendre, parce que ça fait Ouais. c'est à la fois business et intime. Ouais. Et je te demandais si c'était une bonne idée, au final, au bout d'un an et demi, est-ce que c'est une bonne idée d'être tous les deux tout le temps ensemble ou Bah, moi, je pense que... Enfin... je sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, nous, ça se passe très bien. Ouais, Donc, je pense qu'il faut un bon équilibre, Ouais, être bien entouré et bien parce que ça peut vite... ouais. Oui, ça pourrait vite partir en live. C'est clair. Mais non, pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Et je t'avoue, pendant quelques mois, au début, ça se passait peut-être pas le mieux possible du monde, d'ailleurs. C'était pas du tout français, mais on a compris. Ouais, l'idée. on a compris l'idée. Et non, maintenant, ça se passe vraiment bien. Je pense qu'on a trouvé notre équilibre. Et on est... Puis c'est bien parce qu'en fait, moi, ça m'arrive plein de fois. Et moi, ça me dérange pas parce que je trouve que c'est tout à fait normal. Mais je sais pas, le dimanche, de sortir mon ordi et de bosser 2 heures parce Oui. qu'il y a besoin de faire un truc. Il y a plein de gens, ils diraient, oh, tu t'es vraiment pas capable de couper. Moi, je trouve pas que ce soit être capable de couper ou pas. C'est juste que si je le fais, c'est fait, c'est plus à faire et voilà. Mais non, mais c'est surtout quand tu as ton propre projet, si par exemple tu as envie de passer un lundi ou un mardi où tu es censé travailler à Ouais, rien voilà. foutre, tu le Exactement. fais pas. Ouais. Donc du coup, un dimanche, moi Le ça me dimanche, choque pas en fait, de tu fais, travailler le dimanche parce que attends, j'ai rien foutu. Ah oui, c'est ça. Ni le Ouais. lundi, ni le mardi, ni le mercredi. À un moment donné, il faut Exactement. bien Il rattraper faut le faire. son retard. C'est ça. Ça va pas se faire tout seul. Exactement. Non, mais parce qu'on m'a fait la réflexion il y a pas longtemps où j'ai passé dimanche à travailler. Ah oui. Ah, dis donc, tu coupes jamais? Ah bah j'ai coupé Si. lundi, mardi, Bah donc ouais, c'est ça, ouais. tout va bien. En fait, c'est juste qu'on coupe pas au moment, mais... C'est ça, parce que le dimanche, il n'y a personne, alors que moi, lundi, mardi, j'ai envie d'aller dans des librairies, dans des temps, enfin, tu Ouais, sais, faire ouais. des trucs quand les Ouais. magasins sont ouverts, donc forcément, le dimanche, Ouais, il bah n'y a oui. pas grand-chose à... Non, c'est clair. C'est clair. Ouais, non, mais ça, c'est l'avantage principal d'avoir sa boîte, c'est de pouvoir organiser son temps comme on le souhaite. Et justement, ce qui est pas mal d'avoir son associé qui est son copain, c'est que si je fais ça, on va pas me dire... Enfin, je pense à ça parce qu'en fait, j'étais en famille chez lui et j'ai fait ça. Et c'était pas genre... Comment expliquer ça? C'est pas être mal à l'aise, mais c'est se dire... c'est pas bien de travailler le dimanche. Et en fait, tout le monde comprend que c'est normal de travailler le dimanche. Et vu qu'on est associé, il comprend parfaitement que c'est normal que je travaille le dimanche. Il se dit pas, elle est incapable de déconnecter, justement. Ouais.
Il disait, Ouais. bah oui, Parce que parfois, le on a tel truc à conjoint faire. n'est pas impliqué. Voilà, il Ne comprend pas la réalité du Exactement. qu'est-ce qu'il y a à faire. C'était ça que je voulais dire. voilà. Tu le dis beaucoup mieux que moi. Je ne trouvais pas les mots. Ok. Mais c'est exactement ça que je voulais dire. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup de m'avoir rejoint à Rennes pour parler de l'aventure Puissante et de Coco. On va zioter sur les réseaux toutes les prochaines sorties de chez Puissante, peut-être ton podcast, etc. Mais en attendant, il y a quand même de la matière pour aller en apprendre plus sur la femme, sur la sexualité des femmes, sur plein de sujets qui se rapportent à nous, à nous les femmes. Voilà, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Un bon déménagement en Italie, du coup. Merci. J'espère que tu vas t'épanouir, que le soleil te fera du bien et que peut-être tu vas t'améliorer en bateau. Voilà, qui sait. Tu sais déjà dans quelle zone tu vas partir? En Toscane. Oh, il y a pire. Ouais, Il y a pire comme endroit. je pense aussi, ouais. Non, c'est plutôt sympa. Donc écoute, je te souhaite le meilleur. Et puis, je te dis à très très bientôt. Bah, merci beaucoup. Bye bye. Merci encore à Marie d'être venue au micro de Slice pour parler de Puissante et de Coco. Comme d'habitude, tous les liens utiles se trouveront dans l'article dédié à cet épisode sur le site internet de Slice, www.slice-lepodcast.fr. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.